Et pour cela, il va falloir que je vous parle du contexte dans lequel je suis parti. Je vous parle de ma famille aussi. Parce que tous ces éléments sont importants pour comprendre comment tout ça s'est passé. Et puis évidemment, après, vous pourrez poser des questions que vous voulez. Et je pense que vous en aurez de toute façon. Et donc moi je suis parti, alors j'ai grandi au quartier des Minguettes, un quartier dans lequel je vis toujours. Donc c'est un quartier qui est très connu, hein, vous le savez bien, pour cette marche pour l'égalité contre le racisme dans les années 80. Et j'ai aussi grandi dans une famille religieuse. Mon père était imam dans la mosquée du quartier, à Minguettes. Et puis dans les années 90, en plus d'être imam, il avait aussi créé une association. Il avait décidé de faire de l'humanitaire pour une guerre, de faire de l'humanitaire. Il avait créé une association dans le quartier avec d'autres habitants pour un conflit qui était celui de la Bosnie à l'époque. C'était en 93 pour être très précis. Alors moi j'étais un gamin, j'avais 13 ans à l'époque, hein, mais mon père avait créé une association. Donc il avait acheté un camion, il avait mis des vêtements, des médicaments et puis il y allait souvent. Et puis lors d'un 3e ou un 4e voyage, il a été capturé par les Serbes sur le chemin, sur le trajet, qui avait estimé qu'il était finalement allé aider le camp ennemi. Donc il a été fait prisonnier de guerre. Il y a passé plusieurs mois. Il a été d'ailleurs même maltraité. Il y a eu le Quai d'Orsay, évidemment, qui s'était mobilisé. Il y avait le maire de Vénissieux qui était venu nous voir à la maison. Enfin, il y avait les médias aussi qui en parlaient beaucoup. En tout cas, c'est un événement qui nous avait beaucoup marqué dans la famille. Et puis moi, alors oui, en effet, j'étais un gamin. Bon, je voyais mon papa comme un héros. C'était celui qui était parti aider les Bosniaques. Mais je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que papa il est parti en Bosnie? Pourquoi est-ce qu'il est parti aussi loin? Et puis si on voulait aider son prochain, on était obligé d'aller comme ça aussi loin. Et puis c'est quoi une guerre? Et puis ça veut dire quoi? Qu'il y aurait des victimes musulmanes, pas musulmanes? Enfin, j'ai commencé à me poser un certain nombre de questions. Alors moi j'ai deux grands frères, j'en ai un qui est plus grand que moi. Enfin les deux sont plus grands. Le plus grand s'appelle Hakim. Hakim, lui, il s'est mis à beaucoup voyager depuis ce moment-là. On était plus âgé, déjà il avait 25 ans à peu près. Il s'est mis à beaucoup voyager. Il a dit, je veux faire comme papa, je veux faire le tour du monde, je veux voyager, je veux voir ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et il s'est mis à beaucoup voyager. Il a été partout, il a été en Russie, il a été dans des pays d'Afrique, il a été même en Palestine une fois, il a été en Syrie aussi, parce qu'à l'époque c'était bien. Comment dire. Et puis, il m'en parlait beaucoup. Il faisait des rencontres, il revenait, il racontait, il ramenait des photos souvent. Enfin, il faisait vraiment, c'était un aventurier, un voyageur. Et puis surtout, il était en Angleterre, il a vécu à Londres, où il a fait malheureusement des rencontres toxiques qui lui ont parlé de l'Afghanistan. Il y a été, il y a passé plusieurs mois, et quand il est revenu, il m'en a parlé. Il m'a dit, Mourad, j'ai eu une révélation, j'étais dans ce pays magnifique, qui était celui de l'Afghanistan. Alors quand il m'en parle, j'ai 17 ans à l'époque. On est à peu près fin des années 90, début 2000. Et il me dit, Mourad, j'étais en Afghanistan, j'ai vu ce que c'était qu'un État islamique. Et moi, de mon point de vue, c'est comme ça qu'il faut appliquer l'islam, c'est le vrai islam, c'est pas celui qu'on a en France. Ça m'a fait du bien, j'ai fait des rencontres. Et puis j'ai remarqué que toi, tu n'étais pas très pratiquant, tu ne vas pas à la mosquée, tu n'es pas sérieux, tout ça, ça va pas. Je pense que ça va te faire du bien. Alors évidemment, moi, le réflexe, ça a été tout de suite, les images que j'avais en tête, c'était celles des talibans, qu'on voyait tabasser des gens avec des bâtons, et puis ces turbans, etc. Donc évidemment, je suis inquiet, et puis je me dis, mais quand même, l'Afghanistan, c'est pas aussi bien que ça. Puis il me rassure en me disant que c'était les médias qui diabolisaient, que les talibans n'étaient pas aussi méchants. C'était pas vrai. Et puis regarde, moi je suis parti, je suis revenu, ça s'est bien passé. Et puis j'ai gardé des contacts là-bas. Alors le problème, c'est que moi en même temps, j'ai jamais voyagé, je suis jamais sorti du quartier. Du quartier des Minguettes. Alors à l'époque, les Minguettes, aller à Lyon, c'était comme aller dans un autre pays, là. Et ça fait des années que je vois mon frère faire le tour du monde. Et donc malgré tout, je commence à y réfléchir. Puis mon frère revient à la charge souvent, pendant des mois et des mois. Et puis il me rassure, il me dit, mais non, vraiment, t'as rien à craindre, je m'occupe de tout, t'occupes de rien. Puis c'est un contexte particulier, on était quand même avant le 11 septembre. Et ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire que Al-Qaïda, Ben Laden, enfin toutes ces choses-là, moi je ne connaissais pas. Pour moi, l'Afghanistan, après les talibans, franchement, il n'y avait pas grand-chose à craindre. En tout cas, à force de m'en parler, finalement, je commence à trouver cette idée excitante. Je me dis, franchement, c'est vrai qu'il y a... Moi qui vois malgré tout l'occasion de voyager, malgré tout de sortir du quartier, surtout quand mon frère m'explique que pour aller en Afghanistan, il faut passer par Londres, le Pakistan, l'Afghanistan. Moi qui n'avais jamais voyagé, là, il y avait une espèce de grande aventure qui se trouvait devant moi. Puis il me dit, j'ai réussi à convaincre un autre jeune du quartier qui s'appelle Nizar. Nizar, il est d'accord pour partir avec toi. Alors quand il y a Nizar, je le connais, c'est grand frère d'un ami d'enfance, donc c'est rassurant.
Et puis mon frère me dit vraiment, t'occupes de tout, je m'occupe de rien. Alors moi je commence finalement à trouver ça super excitant. Je me dis, franchement, c'est vrai après tout. Puis je rediscute avec Nizar, il me dit, ouais, mais c'est un truc de dingue. Et puis franchement, c'est des choses à entendre dans le quartier, tout ça, dans l'Afghanistan, c'était une espèce de défi. Alors évidemment, c'était beaucoup d'inconscience, et puis on va comprendre que c'était pas plus compliqué que ça, mais en tout cas, c'était vraiment l'état d'esprit dans lequel on était. Et puis, je dis à mon frère, j'avais un métier à l'époque, j'étais agent de médiation. Donc je dis à mon frère, mais moi j'ai un métier que j'aime bien, etc. Donc mon frère me dit, bah, il n'y a pas de problème, tu pars. On était au mois de juin, quand je décide finalement de partir. Donc je dis à mon frère, je reviens en septembre, et puis il me dit, oui, il n'y a pas de problème, tu reviens en septembre, tu prends un billet ouvert, etc. Et donc moi et Nizar, on s'en va. Et finalement, on franchit le pas, on accepte, on s'en va, avec beaucoup d'excitation d'ailleurs. Et donc on passe par Londres, le Pakistan, on est hébergé par des amis à mon frère, visiblement. Ça se passe plutôt bien. Et puis là, on arrive au Pakistan. Pakistan, c'est le dépaysement. On arrive dans la ville de Islamabad, puis on va à Peshawar, à Rawalpindi. Enfin, c'est vraiment un autre monde, c'est un autre pays. C'est vraiment extraordinaire pour nous. Moi qui n'avais jamais voyagé, là, c'était tout autre chose. Puis ça se passait plutôt bien. Il y a un Pakistanais qui se présente, qui s'appelle Mohamed, qui vient nous accueillir. On prend un taxi. Et puis, au bout de quelques heures, on arrive dans la ville de Jalalabad. Donc, il nous dit voilà, on est arrivé, on est en Afghanistan. Alors, moi, je suis très étonné. En général, quand on va d'un pays à l'autre, il y a une barrière, il y a quelque chose. Et là, il nous dit c'est bon, on est arrivé, on est en Afghanistan. Et on arrive dans une grande maison. Alors j'ai appris ça, moi, en Afghanistan, c'est qu'il y avait ce qu'on appelait des mandafa, c'était des maisons d'accueil. Donc c'était des maisons qui étaient classées généralement par nationalité, c'est-à-dire qu'il y avait la maison des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Yéménites, des Saoudiens, etc. Donc on était hébergés et nourris gratuitement dans ces maisons-là, en tout cas pour ceux qui venaient d'étrangers. Et c'est surtout que c'était imposé. Donc je dis, moi, à Mohamed, on arrive, nous, dans la maison des Algériens. Donc je dis à Mohamed, pourquoi est-ce qu'on vient ici? Mon frère m'avait parlé d'être ami à lui, etc. Pourquoi est-ce qu'on vient dans cette maison? Donc il m'explique, il me dit, les talibans ont mis ça en place, tous les jeunes étrangers qui viennent doivent passer par ces maisons. Puis en plus, il fallait y laisser son passeport, ses affaires. Après tout, c'était pas un problème, ils étaient plutôt gentils avec nous, ces Algériens. Pourquoi les Algériens? C'est qu'en fait, ils étaient francophones, on ne parlait pas l'arabe, donc pour communiquer, c'était plutôt plus facile. Et donc on arrive, et donc en discutant avec ces Algériens, ils nous expliquent qu'on a fait le bon choix. Que c'était bien, qu'ils étaient contents de voir des jeunes comme nous qui venaient d'étrangers. Ils disaient, on est contents de voir des jeunes comme vous. Franchement, vous avez fait le bon choix. Vous allez voir l'Afghanistan, vous allez faire des rencontres et tout, c'est bien. Vous avez bien fait de quitter la France. Puis on se balade au souk avec Nizar, etc. Et puis au bout de 2 jours, il y a Mohamed qui refait son apparition, le Pakistanais, qui nous emmène, il nous dit, voilà, j'ai pour mission de vous emmener dans la ville de Kandahar. Donc Kandahar, c'est plus au sud. C'est une ville qui est beaucoup plus désertique. Et là, on arrive dans une autre mandafa qui est vraiment beaucoup plus grande que la première. Et là, il y a au moins 300-400 jeunes de toutes les nationalités. Vraiment, c'est la première fois de ma vie que je voyais ça, des jeunes du monde entier, de tous les âges d'ailleurs, même 15 ans, 16 ans. Des Américains d'ailleurs, il y avait des Canadiens, enfin vraiment des gens du monde entier. Et donc on essaye avec Nizar de trouver des gens avec qui on peut discuter, et puis on fait la connaissance d'un Algérien qui s'appelle Samir. Donc il nous explique un petit peu. Il nous dit, bah, tu choisissais un groupe pour communiquer, c'est plus facile. Donc on passe une nuit dans cette maison. Et puis le lendemain, il y a des bus. C'est vrai que il y avait beaucoup de bus qui partaient, qui revenaient. Et donc je dis à Mohamed, je dis voilà, à Samir, pardon, je dis, bah, notre groupe est en train de partir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le suit? Il me dit, oui, bien sûr, tu lâches pas ton groupe, comme je t'ai expliqué. Donc avec Nizar, on prend le bus. Et puis au bout de quelques heures de route, on arrive. Là, pour le coup, il y a une barrière. Au milieu du désert de Kandahar. Alors déjà, Kandahar, c'était très désertique, mais là, on est vraiment au milieu du désert. Et puis là, il y a des militaires armés qui nous disent « Bienvenue, ici, vous êtes au camp Farouk. » C'est un camp d'entraînement militaire. Ici, on apprend à se battre, on apprend à faire la guerre, parce qu'en islam, tout musulman devrait savoir se battre. Alors évidemment, moi et Nizar, mouvement de recul, on dit « Mais attendez, alors non seulement on n'est pas là pour ça, mais a priori, se battre contre qui, quoi ?» Donc il nous explique, il nous dit, bah, il y a les talibans qui combattent au nord de Kaboul contre l'Alliance du Nord, ce serait bien d'apprendre à vous battre et d'aller défendre cet État islamique. Et puis après tout, c'est une obligation religieuse, c'est le prophète qui l'a imposé. Donc les talibans ont mis ça en place, tous les jeunes doivent savoir se battre, c'est obligatoire. Puis pourquoi vous êtes venus en Afghanistan? Quand on vient en Afghanistan, c'est pour apprendre des armes, c'est pas pour des vacances. On a compris notre naïveté là, à ce moment-là, puis on leur explique. Non, nous on n'a pas envie, et puis surtout, donc ils nous disent, de toute façon, nous on a marre de voir des jeunes comme vous qui ne veulent pas faire l'entraînement, ça arrive souvent. Donc il y a une loi qui est imposée, un entraînement de 60 jours. Ça s'appelle taxissi en arabe, la base.
Donc c'est un entraînement qui dure 60 jours, c'est imposé par les talibans, il faut faire cet entraînement-là. Si vous n'êtes pas content, vous allez voir l'émir. Évidemment, c'est ce qu'on a fait au Moyen-Isère, on a expliqué, on a dit voilà qu'on ne peut pas faire cet entraînement-là. Puis il nous a dit, mais pas question. Pour nous, il n'y a que ceux qui sont malades, qui ont des excuses valables de ne pas le faire, qui ont le droit de ne pas le faire. Mais vous allez rester, il n'y a pas de raison. Alors Moyen-Isère, de toute façon, on n'a pas le choix, et puis l'ambiance est très difficile. De toute façon, physiquement, c'était impossible de partir, on était au milieu du désert. Et puis, il y avait des rumeurs de certains qui étaient considérés comme des espions, etc. Il y avait des exécutions, enfin, il y avait des punitions pour ceux qui ne voulaient pas faire l'entraînement. En tout cas, il y avait une espèce de groupe qui faisait que de toute façon, il fallait se résigner. Et en tout cas, on est resté avec Nizar, et donc l'entraînement a commencé. Il y a un entraînement au maniement des armes, démonter une kalachnikov, lancer des grenades, tirer au pistolet, tirer au lance-roquettes. Il y a un entraînement physique qui est très difficile, on mange très peu, on dort très peu. Il y a un entraînement idéologique aussi, c'est-à-dire qu'il y a des cours le soir où on nous explique ce que c'est que le djihad, ce que c'est que la guerre. Il y a des imams qui se relaient pour faire des discours. Alors moi, la conception que j'avais de la guerre à l'époque, pour moi la guerre c'était deux camps qui s'affrontaient, les gentils et les méchants. Et puis là, on nous explique qu'il y a des cours d'électronique, des cours d'explosifs. Ils nous apprennent à faire des bombes. Alors là, on demande, nous, pourquoi? On nous dit, parce qu'aujourd'hui, nous, on estime que la fin justifie les moyens. Que dans la guerre, tout est permis, parce que les musulmans sont face à des ennemis qui sont très forts, comme les Américains, par exemple. D'ailleurs, pour nous, les Américains, c'est les chefs des mécréants. Il faut se concentrer sur les Américains. Et donc, ça cassait, tout devenait asymétrique. Ça cassait les représentations qu'on avait de la guerre. En tout cas, on avait bien compris là qu'on rentrait dans un autre monde. Surtout quand il y a cet imam qui vient un soir, donc c'est un imam qui n'était pas comme les autres, parce que déjà tout le monde était excité quand il est arrivé. Les gens disaient voilà, il arrive. Il était dans un 4x4 au de teinté, il était avec des gardes du corps. Et là on ne comprenait pas, on voyait l'excitation, on ne savait pas qui c'était, mais moi je comprenais bien là que c'était quelqu'un d'important. Quand il arrive avec ses 4x4, il fait une espèce de mise en scène lors de son arrivée, il sort de sa voiture avec ses gardes du corps. Et puis il va dans la mosquée du camp, il y avait une mosquée, et puis il vient faire un discours. Alors cette personne-là, c'était Osama Ben Laden. On est à ce moment-là, à l'août 2001. Donc il vient expliquer que les attentats suicides, c'est bien. Il dit, vous les jeunes, n'ayez pas peur des attentats suicides. Les Américains sont les chefs des mécréants. Bon, vous voulez vivre des choses extraordinaires, c'est pas, mais on a plein de choses à raconter maintenant, mais bon, quoique on racontera peut-être pas tout. Mais on rentre à la maison. Puis Nizar me dit, bien sûr, on rentre, on y va. T'as raison, franchement, ça craint et tout, on rentre à la maison. Alors, on part à Jalalabad, la ville où on avait laissé le passeport et nos affaires. Alors là, pas de chance, le jour où on arrive, donc on dit aux Algériens qu'on veut rentrer chez nous. Ils nous disent, ben non, c'est pas possible. Ben pourquoi c'est pas possible? Ben vous n'avez pas entendu ce qui vient de se passer? Ben non, on n'a pas entendu, on était au camp. Puis en Afghanistan, il n'y avait pas la télé ou l'internet. Pour s'informer, il n'y avait que la radio. Et donc on apprend qu'il y a eu un attentat aux États-Unis, qui est revendiqué par un certain Ben Laden. Je dis, mais Ben Laden, j'ai entendu ce nom. Et on me dit, bah oui, c'est la personne qui est venue dans le camp, là. C'est lui qui a revendiqué l'attentat. Alors maintenant, les Américains, ils vont se venger. Alors là, on a compris que s'il y avait vraiment un endroit où il ne fallait pas se trouver à ce moment-là, c'était bien celui-là. En tout cas, le piège se referme à ce moment-là. On se dit, franchement, on est mal barré. Puis les Algériens nous disent, le pays est en état d'alerte. Maintenant, c'est plus le moment de sortir ou de voyager, vraiment, ça craint. Et donc, pour l'instant, on attend. De toute façon, il n'y a pas de guide. Puis la frontière est fermée. Les Américains ont demandé qu'elle ferme. C'est vrai, les Pakistanais avaient fermé la frontière. Et puis les Américains sont intervenus très vite. Ils ont commencé à bombarder. Leur but, c'était des missiles. C'est impressionnant, le bombardement. Quand on n'a jamais vécu, le sol qui devient rouge, le sol qui tremble, le bâtiment qui explose, et puis il y a des victimes, etc. Puis après, c'est les B-52 qui font leur apparition. Et puis ils bombardent à Jalalabad, à Kaboul, puis à la ville où on est, à Jalalabad. Évidemment, il y a des villageois qui s'enfuient, donc il y a cet exode qui est tellement fort que la frontière est complètement bouchée. Et puis les talibans perdent des villes. Ils perdent Kaboul, ils perdent Jalalabad. D'ailleurs, ils s'enfuient à la ville de Jalalabad, pour être précis. Les talibans s'enfuient à cause des bombardements. Et ils nous laissent, nous, les villageois, au milieu de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a leur ennemi,
l'Alliance du Nord qui voulait récupérer l'Afghanistan et qui considéraient que nous aussi on était des ennemis, qu'on était finalement des sympathisants des talibans, parce que pour eux c'était ça. Et donc on était aussi des cibles pour eux. Et donc on discute avec les villageois, on dit comment on fait, on a les bombes sur nos têtes, on a l'Alliance du Nord qui arrive et on a la frontière au Pakistan qui est fermée, comment on sent ça? Donc on dit on va essayer de trouver un chemin par le Pakistan, un peu comme on est venu. Donc on prend des affaires, des provisions, etc. et puis on commence à marcher. Alors évidemment, ça va prendre des semaines, et puis on monte dans les montagnes, on passe par les montagnes, et puis plus on avance, et plus on monte en altitude, et donc il fait très froid, il y a la neige, etc. Et certains qui meurent de faim, de froid, et puis les Américains continuent à bombarder même dans les montagnes. Et donc pendant des semaines et des semaines. Alors par miracle, on va avoir survécu évidemment à ces montagnes, on arrive dans un village à Parachinar, un village au Pakistan. Alors là on est super content, ça y est, le cauchemar est terminé, on a réussi à sortir du pays, ça y est. Puis on est accueilli par des villageois qui sont super gentils avec nous. Ils nous donnent à manger, et puis on leur explique, on leur dit voilà, on a encore nos passeports et nos billets d'avion, on aimerait rentrer chez nous. Pour cela, il faudrait qu'on aille à Islamabad, la ville par laquelle on est venu, pour prendre l'avion. Donc ils nous disent oui, il n'y a pas de problème. Appelez tous ceux qui sont avec vous, tous les villageois, venez à la mosquée du village, on va faire une réunion. Donc on arrive dans la mosquée du village, puis on a entassé, on était nombreux, il y avait des villageois, il y avait des enfants, des adultes, etc. Mais là, les Pakistanais nous enferment. Ils mettent des cadenas, des chaînes, ils nous enferment dans la mosquée. Alors on ne comprend pas ce qui se passe. Puis au bout de quelques heures, on voit débarquer les forces spéciales pakistanaises qui viennent nous capturer. Ils nous mettent une cagoule sur la tête, ils nous attachent avec des cordes, ils nous jettent dans des camions. Alors là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, si c'est le fait d'avoir passé la frontière illégalement, c'est quand même largement disproportionné. On se retrouve dans une caserne militaire. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe, ça se passe mal dans cette caserne, il y a des coups, machin, tassés dans des cellules. Et puis au bout de 3 semaines qui ont semblé des mois pour nous, au bout de 3 semaines, il y a un militaire pakistanais qui vient nous voir, qui nous dit voilà, on va vous expliquer la situation, on va vous dire la vérité. En fait, on vous a vendu aux Américains, ils nous ont proposé 5 000 $ par personne, donc nous on a accepté. Donc demain, on vous remet aux Américains, vous débrouillerez avec nous, c'est plus notre problème. Alors moi, quand j'entends parler des Américains, je suis content. Ben ouais, les Américains, c'est pas les Pakistanais. Je vais leur montrer mon passeport français, ils vont voir que je suis français, et puis ils vont me livrer à la France. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors le lendemain, ça recommence, bobolote, la cagoule sur la tête et tout ça. Et puis on arrive dans un tarmac d'un aéroport au Pakistan, on ne sait pas trop où. Et là, les Américains sont encore plus violents que les Pakistanais. Ça recommence la cagoule sur la tête, les coups, etc. Sauf que là, on n'est plus attaché dans la carlingue d'un camion, on est attaché dans... Enfin, on n'est plus attaché dans un camion, pardon, mais attaché dans la carlingue d'un avion. Donc on a peur, on se dit, là, où est-ce qu'on va? On s'imagine le pire, parce qu'ils vont nous jeter de l'avion, etc. Et puis au bout de 2 heures, on arrive en Afghanistan. Ce pays qu'on avait mis des mois à fuir, voilà qu'on retrouve de nouveau. En plus à Kandahar, la ville où il y avait le camp d'entraînement. En fait, Kandahar, les Américains l'avaient récupéré, on avait fait une base militaire. Et dans cette base militaire, ils avaient fait une prison. Et dans cette prison, ils ont placé toutes les personnes qui capturaient un peu partout dans le monde. Et donc on se retrouve dans une prison. Puis là commencent les premiers interrogatoires. Les Américains nous expliquent la situation. Ils nous disent voilà, nous on a eu un attentat le 11 septembre. Pour nous, on veut savoir. Et d'ailleurs, pourquoi vous avez rejoint Ben Laden? Pourquoi vous avez rejoint Al-Qaïda? Alors je dis mais Al-Qaïda c'est qui? Il dit ben Al-Qaïda c'est toi. C'est toi Al-Qaïda. Pour nous c'est vous Al-Qaïda. Pour nous c'est le même groupe. Vous êtes tous partis de la même bande. Maintenant on veut comprendre votre mission. À vous. En tout cas, on comprend que les Américains, là, nous en veulent beaucoup. Alors moi, je vais rester une semaine dans cette prison. Et au bout d'une semaine, je suis transféré. Donc, ça recommence, la cagoule sur la tête. Sauf que là, on nous a rasé la tête et la barbe. On nous a mis une tenue orange. Et là, le vol va durer 24 heures. Au bout de 24 heures, on arrive dans une base militaire américaine. Je vois des militaires. Donc, je me dis, bon, 24 heures de vol, des Américains, je dois être aux États-Unis. Puis rapidement, on apprend qu'en effet, on n'est pas aux États-Unis, on est à Cuba, dans une ville qui s'appelle Guantanamo. Alors pourquoi Cuba? Parce qu'à Cuba, les lois américaines ne s'appliquent pas. Et puis c'est une base militaire, donc les lois cubaines ne s'appliquent pas non plus. Donc il n'y a pas de droit, on fait ce qu'on veut. Les Américains nous disent ici, on fait ce qu'on veut. Et donc on arrive dans un camp qui s'appelle le camp X-Ray. Interdiction de parler, c'est des cages, 2 seaux, soit pour faire ses besoins, soit pour se laver. Voilà, enfin c'est des conditions très très difficiles, on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas ce qui va se passer, on est totalement coupé du monde, c'est une base militaire.
Enfin bref, ça se passe mal, parce que les conditions sont difficiles, etc. Puis on est transféré au bout de 4 mois dans un autre camp, le camp Delta. Et puis commencent les interrogatoires. Sauf que là, on est interrogé par la CIA, le FBI, la police militaire, etc. Puis les Américains ont des techniques d'interrogatoire. Ils appellent eux ça, les Américains eux appellent ça les techniques d'interrogatoire musclés. Alors les organisations des droits de l'homme préfèrent parler de torture. C'est des techniques qu'utilisent les Américains, qui selon eux sont des méthodes pour nous faire parler. Donc c'est la privation de sommeil, par exemple, toutes les demi-heures on est changé de cellule, donc impossibilité de dormir, le fait d'être menotté dans des positions douloureuses toute la nuit, il y avait des salles d'interrogatoire qui étaient aménagées, dans lesquelles ils avaient mis des grosses enceintes de musique qui nous mettaient dans les oreilles, puis des flashs de lumière dans les yeux, dans lesquelles on pouvait rester toute la nuit. Évidemment le coup des gardiens, l'utilisation de la climatisation, le chaud, le froid, enfin bref, les interrogatoires se passent mal. Et puis ça continue, toujours les mêmes questions, alors c'est les groupes qui changent, mais c'est... Enfin bref, ça se passe mal, c'est très difficile, on est dans l'attente, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Alors pour moi ça va durer 2 ans et demi. Et puis au bout de 2 ans et demi, j'ai un militaire américain, encore un gradé, qui vient me voir et me dit « tu vas revoir tes amis français ». Alors quand il me dit ça, je ne le crois pas. Parce que je sais que les Américains, il y avait une pression psychologique et que souvent ils inventaient des... En tout cas, je me suis préparé psychologiquement sur la possibilité que c'était peut-être une blague ou pas quelque chose de sérieux. Alors j'ai cru que quand j'étais dans cet avion, quand l'avion a décollé, j'ai dit ah là ça y est, c'est le cauchemar est terminé. Ça faisait tellement longtemps que j'y rêvais que pour moi j'étais dans l'euphorie, est-ce que c'est réel, c'est pas réel. Donc je suis dans l'avion, puis je m'imagine, l'avion va atterrir, je vais embrasser mes parents, puis le cauchemar va être terminé, je vais rentrer chez moi. Alors arrivé sur le sol français, donc l'avion arrive et puis il y a la porte de l'avion qui s'ouvre. Et là je vois, c'est pas mes parents qui sont là au tarmac de l'aéroport, c'est des policiers. Et des policiers, beaucoup de policiers, vraiment toutes les sortes. Il y avait la police nationale, la gendarmerie, GIGN, la bride, enfin vraiment tout le monde. Je descends de l'avion, il y a un policier qui met des menottes, qui me dit monsieur, vous êtes placé en garde à vue, commission rogatoire. Alors on préfère vous expliquer, nous Guantanamo on s'en fiche, c'est pas notre problème. Ici ça commence à 0. Et puis on va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'il y a d'autres qui a coulé sous les ponts, vous n'êtes peut-être pas au courant de ce qui s'est passé. Et on va vous parler de votre famille surtout. Oui, bah oui, ma famille, c'est vrai, je voudrais bien avoir des nouvelles, ça faisait 2 ans et demi que je n'avais pas de nouvelles. Donc j'arrive dans une cellule, on garde à vue, puis on m'explique, on me dit voilà, on va t'expliquer la situation. Tu sais, ton grand frère, celui qui t'a parlé de l'Afghanistan, ben lui, quand toi tu étais à Guantanamo, il avait décidé d'aller faire le djihad. Il voulait aller en Tchétchénie faire le djihad là-bas. En tout cas, il a essayé, il était en Géorgie. Et puis il est rentré en France. Alors nous, on ne sait pas ce qu'il a fait en Géorgie. Puis pour nous, surtout, quand il est revenu, on est convaincu qu'il voulait préparer des attentats contre les intérêts russes pour la cause tchétchène, justement. Et donc on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Et puis pour nous, c'est aussi lui qui est à l'origine de son départ, on le sait. Donc on l'a mis en examen. Et puis 1 an après, on a arrêté la majeure partie des membres de ta famille, puisqu'on a estimé qu'ils étaient tous complices. Donc ton père, ton frère, et puis aussi ta mère. Donc ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs, et ils ont été placés en garde à vue, et en prison. Donc moi qui pensais non seulement rentrer chez moi et que le cauchemar était terminé, non seulement je me retrouve en garde à vue, et puis on m'explique que je vais moi aussi aller en prison, qui est une enquête qui vient de s'ouvrir, mais en plus que je vais être incarcéré avec le reste des membres de ma famille. Je vais être transféré à la prison de Fleury-Mérogis en détention provisoire, donc cette incertitude de l'avenir que j'avais connue à Guantanamo se poursuit. D'ailleurs, je suis dans la même prison que ma mère, à Fleury aussi, elle aussi elle était à Fleury. Et on va tous rester en prison, toute la famille, comme ça, tous ensemble, pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, on est libérés, chacun son tour. Donc j'ai mes parents qui sont condamnés, qui sont malfaiteurs et qui sont expulsés vers l'Algérie. Ils sont victimes de ce qu'on appelle la double peine, donc condamnation et expulsion. C'est mon grand frère, lui, qui prend la peine maximale. Moi, je suis libéré. Mon frère aussi. Donc je me retrouve en procès. Alors moi, quand je suis devant le juge, je suis content. Je dis, monsieur le juge, je suis content d'être ici. Alors il n'a rien compris du juge. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Même mon avocat me dit, pourquoi tu déclares ça? Je dis, bah oui, moi je suis content d'être ici. Alors bien sûr, vu de France, c'est une contrainte d'être devant un juge et tout, on n'est pas content d'être là. Mais vu de Guantanamo, c'est un luxe. Et moi, j'en avais conscience. Je pensais à ceux qui y étaient encore. En tout cas, j'ai été jugé, condamné à 1 an de prison, donc une peine qui était inférieure à ce que j'avais déjà fait en provisoire, et puis en 2e instance, j'ai été relaxé. Et puis le parquet a fait annuler la relaxe.
Et puis aujourd'hui, on est devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc ça continue, les machins. En tout cas, j'ai pas été poursuivi par les Américains. Et puis, quand j'étais en prison, et donc je me dis maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça? J'ai la famille qui est éclatée, j'ai mes cauchemars, qu'est-ce que je fais maintenant pour m'en sortir? Donc je décide d'écrire un livre. Sous le conseil des amis, ils me disent, ce serait bien que tu écrives un livre, souvent les gens font ça et tout ça. Donc je dis, oui, c'est vrai, ça peut faire du bien de raconter, on a vécu des choses difficiles. Donc je lui dis, oui, c'est une bonne idée. Et puis, j'en avais marre qu'on disait de moi que j'étais un apprenti terroriste, et que c'était plus compliqué. Qu'en effet, j'avais pu me retrouver dans des situations, en tout cas, qu'il ne fallait pas se fier aux apparences, c'était plus compliqué que ça. Mais je voulais raconter ma vérité. Et puis surtout, quand j'étais à Fleury, j'ai pu discuter avec des jeunes qui m'expliquaient, qui me disaient, Mourad, j'ai entendu parler de ton histoire, j'ai entendu parler de toi dans les médias. J'ai entendu que tu étais parti faire le djihad. Franchement, bien. Moi, je vais faire pareil quand je vais sortir de prison. Moi aussi, je vais aller faire le djihad. Pour moi, tu es un héros. Donc là, j'avais compris qu'il y avait un problème. J'avais compris que ces jeunes s'étaient identifiés à mon histoire pour les mauvaises raisons. Donc je lui ai expliqué à ce jeune, je lui ai dit, mais non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça, je suis pas parti pour ça. Et puis tu sais, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et puis tu parles du djihad, vraiment, est-ce que tu sais ce que c'est avant de parler? Moi, j'ai pas vu des gens qui étaient là pour défendre la veuve et l'orphelin, j'ai surtout vu des terroristes qui m'expliquaient que les attentats suicides, c'était bien. Voilà ce que j'ai vu, la réalité. En tout cas, j'ai essayé de lui expliquer à ce jeune-là la réalité. Mais j'avais compris aussi qu'il fallait aussi que je raconte aussi mon histoire, aussi pour cette raison-là. Et donc j'ai écrit ce livre qui s'appelle Voyage vers l'enfer, qui est sorti en 2006, et puis j'ai eu l'occasion de témoigner dans le cadre de la promotion classique d'un livre, quoi. Et puis j'étais invité dans des écoles à témoigner, etc. Et c'est donc depuis cette époque-là où j'ai l'occasion de témoigner, comme je le fais aujourd'hui ce soir auprès de vous, dans l'idée, en tout cas dans l'espoir de peut-être faire prendre conscience à certains jeunes qui seraient tentés aussi de faire les mêmes erreurs que moi, de ne pas les faire. Enfin voilà, vous connaissez toute l'histoire, merci de l'avoir écouté. Voilà. Merci Mourad pour ce grand témoignage. On va passer à l'intervenant suivant. Après il y aura un débat. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas assis sur des chaises. Il y a peut-être des places assises. À Lyon. Il est aussi un des fondateurs du collectif des musulmans de France, CMF. Il est responsable, président de l'association qui est aujourd'hui très active avec ce qui se passe un petit peu en France, coordination contre le racisme et l'islamophobie. Et il fait partie aussi de la commission Islam et laïcité. On va laisser intervenir par contre 20 minutes d'Aziz pour que tout le monde puisse poser des questions. Je vais être un peu dur. Ouais, je sais. Donc bonsoir. Tous et toutes. Merci en tout cas aux Intercato et aux associations qui ont permis cette rencontre ce soir. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces problématiques, donc vous en doutez. Il faudrait qu'on passe des heures et des heures et des soirées pour décortiquer le problème, essayer de cerner les tenants et les aboutissants. Moi j'ai essayé d'être un peu télégraphique, moi je parle beaucoup, j'ai beaucoup à dire, mais j'ai essayé d'être un peu télégraphique, en vous précisant quand même, il y a un texte que j'ai écrit il y a 10 ans, sur Khaled Kelkal. Khaled Kelkal, c'est un peu un parcours un peu similaire à celui de Mourad. C'est un jeune lyonnais qui a grandi dans les écoles de la République, qui travaillait assez bien à l'école, il était en première S, il travaillait bien, et qui a été pris en charge par des gens voilà, qui lui ont fait miroiter le djihad, etc., et qui a fini abattu dans les monts du Lyonnais avec 800 gendarmes à ses trousses, et avec une mort un peu suspecte. D'ailleurs, à l'époque, nous on avait dénoncé les zones d'ombre sur l'assassinat de Khaled Kelkal. Et on s'est rendu compte déjà très tôt qu'il y avait des enjeux qui nous dépassaient tous, qui dépassaient le citoyen du commun, qu'il y avait des services qui avaient intérêt à éliminer des gens, par exemple. Et on a tous en mémoire, en tout cas ceux de ma génération qui ont regardé ces images de l'époque, un gendarme qui lui dit « finis-le, finis-le ». Alors qu'il était par terre, il était touché, et ils auraient pu le ramasser et l'amener pour interrogatoire, et dit « finis-le ». Il fallait le finir. Comme d'ailleurs Mohamed Merah, vous vous rappelez Mohamed Merah, à Toulouse. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « finis-le ». Qui aujourd'hui peut imaginer qu'on ne puisse pas arrêter quelqu'un qui est dans un bâtiment qui servait de tous les côtés? On balance du gaz paralysant. On vient dans les canalisations, on balance du gaz paralysant, le mec il ne peut plus bouger. Non, il a fallu l'éliminer. Et comme par hasard, on a trouvé par la suite une carte de visite de quelqu'un de la sécurité de M. Sarkozy, comme par hasard. Vous voyez? Donc les choses ne sont pas aussi simples. Ce n'est pas simplement du ressort de l'individu qui veut partir à l'aventure, soit à la découverte comme Mourad, soit à partir d'une compréhension erronée de l'islam, radicalisée de l'islam en disant je vais faire mon djihad, etc. C'est pas aussi simple que ça. Et les enjeux stratégiques aujourd'hui, la mondialisation, je pense que beaucoup d'entre vous aujourd'hui font des études,
je vous invite à creuser un petit peu tous ces aspects géostratégiques, politiques, qui sont le principal moteur de ces réalités de terrorisme, etc. etc. C'est pas spécifique aux musulmans, c'est pas le musulman par essence qui naît et qui grandit dans une musulmane qui dit moi je vais aller faire mon djihad. Ou alors comme le disait tout à l'heure Mourad, un taliban qui dit non, le djihad c'est voilà, ta vie en fait, la finalité de ta vie c'est d'aller mourir, etc. Non, donc voilà. Donc j'ai écrit ce texte, je vous invite à lire, alors j'en ai pas copié beaucoup de celui-là parce qu'il y a 6 pages, mais vous tapez Kelkal Chambi, C-H-2-A-N-B-I, vous notez C-H-2-A-N-B-I pour ceux qui veulent le lire, ça vous donnera pas mal de clés de compréhension. Et notre problème c'est qu'on a crié nous des réalités depuis plus de 20 ans. Mounir est un des anciens de l'Union des jeunes musulmans aussi. On pourra peut-être dans le débat parler de ce qu'on a vécu et de nos expériences. Et on n'a jamais été entendu. Et on s'est rendu compte que ce qu'on disait déjà il y a 10 ans, ce papier je l'ai écrit il y a 10 ans, on le dit depuis 20 ans, depuis 95, depuis l'époque de Kelkal, même avant. Ça a été mis au placard par les autorités. Et je vais vous raconter un petit peu à travers mon parcours assez rapidement, comment on est arrivé à l'islam radical, à l'islam qui dénature l'islam lui-même. Et qui casse l'espoir, qui casse cette volonté qu'ont eu nos parents et qu'on a eu nous-mêmes de devenir des citoyens de ce pays. Et aujourd'hui, moi je le regarde avec le temps, ça fait 40 ans que je milite, hein, malgré les apparences, je ne fais peut-être pas mon âge, mais ça j'ai commencé à militer en 76. Donc avec le recul, je me dis, mais bon sang, on n'est pas en train de progresser, on est en train de régresser. Et Mounir, il m'a cité en tant que président du CRI, Coordination contre le racisme et l'islamophobie, je m'en passe bien volontiers. Je suis prêt à le dissoudre et je le dis, Jamila est là et je le dis tout le temps dans l'association. Je dis, moi j'aimerais dissoudre cette association parce que c'est un piège. C'est comme quelqu'un qui a soif et qui boit du poison. Pourquoi? Parce que je suis en train de me rendre compte qu'on est en train de fracturer la société en communauté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les éléments qui font qu'on fait société ensemble. C'est le CRAN qui s'occupe des Noirs, le CRI et CCIF qui s'occupe des musulmans, l'association des Roms qui s'occupe des Roms. Mais attendez là, c'est des citoyens. C'est-à-dire que toutes ces problématiques-là, donc moi j'aurais aimé aujourd'hui venir vous parler, en tant que membre de la Ligue des droits de l'homme ou d'Amnesty International, de je ne sais quoi, voire même des intercathos. D'ailleurs on reviendra sur ce partenariat. Cette ouverture-là, c'est ce qui manque dans la société. Cette possibilité d'ouvrir et de faire des ponts avec les autres. Et je vais vous parler, alors donc le texte, vous notez, vous prendrez, et je vous ai imprimé une trentaine d'exemplaires, je les donne à Paul et les distribue. Les musulmans, c'est pas la peine de les prendre, vous devez censé le connaître, c'est le sermon de Sainte Catherine. Donc tu distribues, et ceux qui sont en groupe, vous pourrez faire... Qui est musulman, qui n'est pas musulman aussi. On va faire du contrôle en faciès. Je continue pendant la discussion. C'est vrai que j'aurais dû le faire peut-être après, parce que ça va pas hésiter certains, mais c'est pas grave. Vous pourrez le lire. Et j'aurais aimé que les jeunes qui ont tué le père Hamel à Saint-Étienne-d'Ouvray lisent ce texte une fois dans leur vie. Ou que quelqu'un dans une mosquée ou dans une association ou dans un... Non, c'est plus le même, désolé. J'aurais aimé que quelqu'un lise ce truc-là. Je sais pas si quelqu'un veut le lire à haute voix. Paul, lis-le s'il te plaît, peut-être. Mais tu l'enlèves tout mon temps. Hein. Le texte en gras, surtout. Alors c'est une délégation de prêtres qui sont venus voir le prophète de l'islam en 628 parce qu'ils étaient inquiets justement de cet islam nouveau qui arrivait et ils sont venus le voir pour demander une protection et voilà ce que dit le prophète de l'islam. Ceci est un message de Mohammed ibn Abdullah constituant une alliance avec ceux dont la religion est le christianisme. Que nous soyons proches ou éloignés, nous sommes avec eux. Moi-même, les auxiliaires de Médine et mes fidèles, nous nous portons à leur défense, car les chrétiens sont mes citoyens. Et par Dieu, je résisterai contre quoi que ce soit qui les contrarie. Nulle contrainte sur eux, à aucun moment. Leurs juges ne seront point démis de leurs fonctions, ni leurs moines expulsés de leur monastère. Nul ne doit jamais détruire un édifice religieux, leur appartenant, ni l'endommager, ni en voler quoi que ce soit, pour ensuite l'apporter chez les musulmans. Quiconque en vole quoi que ce soit viole l'alliance de Dieu et désobéit à son prophète. En vérité, les chrétiens sont mes alliés et sont assurés de mon soutien contre tout ce qui les indispose. Nul ne doit les forcer à voyager ou à se battre contre leur gré. Les musulmans doivent se battre pour eux si besoin est. Si une femme chrétienne est mariée à un musulman, ce mariage ne doit pas avoir lieu sans son approbation. Une fois mariés, nul ne doit l'empêcher d'aller prier à l'église. Leurs églises sont sous la protection des musulmans. Nul ne doit les empêcher de les réparer
ou de les rénover, et le caractère sacré de leur alliance ne doit être violé en aucun cas. Nul musulman ne doit violer cette alliance jusqu'au jour du jugement dernier. Merci Paul. Vous voyez, jusqu'au jour du jugement dernier, ça veut dire que c'est un serment du prophète qui doit être pratiqué, respecté et appliqué par tous les musulmans, où qu'ils soient, et dans quelque période que ce soit. Donc vous voyez, entre l'enseignement du prophète de l'islam, qui est notre référent, et aujourd'hui ce qu'on voit avec l'assassinat du prêtre à Saint-Étienne-d'Auvray, la nuit et le jour. Et pourquoi on en est arrivé là? Alors voilà, j'ai essayé moi, à partir de ma propre expérience, de mon propre parcours, dire pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on a eu des loupés comme celui de Mourad par exemple. Mourad, j'ai des photos, il était gamin, il avait 5-6 ans, il faisait du cheval, il faisait du tir à l'arc, de l'équitation avec ses frères et sœurs. J'ai encore les images, il faudra qu'un jour je les envoie, que je lui fasse une copie. Ben justement, tu passes à la maison, si tu me rappelles, je te donnerai tout ça. Parce qu'on faisait des activités socio-éducatives pour Menguette et ailleurs, et c'était aussi des camps à la montagne, pour les sortir, ces jeunes-là, pour dire, ben, sortez du ghetto, vous n'êtes pas condamnés à rester ici dans la misère sociale, sans activité socio-éducative, sans épanouissement culturel, sans tout ça. Alors bien sûr, il y avait une dimension religieuse, parce qu'on était musulmans, on était l'union des jeunes musulmans, mais on donnait les ingrédients de base. D'ailleurs, pour notre histoire, moi j'ai commencé en 79 en Ardèche à mettre en place une association de musulmans de Benin et à la mise en place d'un lieu de culte. Et vous savez qui j'ai trouvé à l'époque comme interlocuteur? Alors la première chose qu'on a fait quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, les renseignements généraux m'ont appelé en privé en Ardèche. On disait, oui, qu'est-ce que c'est? Tu es en train de créer une association. J'étais même pas encore français, j'étais pas responsable de l'association officiellement. Il dit, ouais, mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc khoméniste, etc. J'étais musulman, j'étais pratiquant musulman. C'est quoi khoméniste? Khoméniste, c'était en lien avec Khomeini qui venait de prendre l'Iran avec sa révolution en 1979. Donc déjà, en 79, en Ardèche, c'était pas ni à la banlieue parisienne ou à la banlieue lyonnaise, en Ardèche, le gars, il vient, il dit, oui, alors, les liens avec Khomeini, c'est quoi? C'est communiste. J'ai halluciné, je dis, mais attends, il y a un truc là. Je suis français, j'étais à l'école française, j'étais chez les bonnes sœurs. J'étais à l'Immaculée Conception au Benard. Et je suis citoyen comme les autres, fils de travailleurs migrés qui construit les 30 glorieuses comme tout le monde. Et le mec, il vient, il m'attache avec l'Iran. Je dis, non, mais j'ai rien avec l'Iran. Donc on fait ça déjà, ça commençait à me mettre un peu plus à l'oreille. Donc après 83, moi j'étais dans l'islam, mais je suis un parcours un peu particulier. J'étais aussi avec le mouvement de lutte pour les droits des immigrés, contre le racisme. J'étais au MRAP. J'étais président d'une ASTI, une association de solidarité avec les travailleurs immigrés. Donc c'est toute la mouvance un peu gauche radicale qui défendait les travailleurs immigrés. Voilà. Donc j'étais un peu bicéphale comme ça. J'avais l'islam et j'avais les luttes sociales. J'avais une dimension politique. Et donc la marche de 83 qui est partie des Menguettes, ce qu'on appelle la marche des beurs, qui est la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme, dans laquelle il y avait deux tuteurs d'ailleurs, que je connais très bien tous les deux, le père Delorme, Christian Delorme, et le pasteur Jean Costil, avec qui on avait discuté, etc. à l'époque, parce qu'on voulait nous, et Jean Costil, je crois qu'il est encore parmi nous, que Dieu le prête vie, je lui ai dit, Jean, c'est pas parce que avant, je lui ai dit, Jean, tu peux pas faire une manifestation avec une banderole en disant, marche pour l'égalité. Je dis l'égalité de quoi? C'est un concept abstrait qui n'a aucun sens pour nous. Bien sûr, on est tous égaux devant Dieu, devant la République, tout ça, oui, mais en fait, dans les faits, on n'est pas égaux. Je dis non, on veut égalité des droits. Et vous remarquerez les images d'archives, même le film qui a été fait après avec Debouze et tout ça, il ne mentionne pas l'égalité des droits. Et c'était une pierre d'achoppement pour nous, en disant nos frères catholiques et protestants ne sont pas capables eux aussi d'entendre ce qu'on est en train de réclamer. Et il y a eu la marche qui a abouti à Paris avec 100 000 personnes qui réclamaient l'égalité des droits, et on ne les a jamais eu ces droits. Et il y a des marcheurs aujourd'hui qui sont SDF, d'autres toxicomanes, d'autres qui ont essayé de faire leur parcours de repos. C'est une déception extraordinaire, c'est un rendez-vous avec l'histoire qui a été manqué par la faute du Parti Socialiste de l'époque, qui nous a sorti SOS Racisme pour faire un hold-up sur une lutte politique, une lutte éminemment politique, en faisant une affaire de questions de morale, de ouais, touche pas à mon pote, pourquoi ton pote il est handicapé? Même un handicapé se défend aujourd'hui. Moi je travaille avec des handicapés, ils organisent, ils ont des associations, ils se défendent. Pourquoi touche pas à mon pote? Si tu veux m'infantiliser pour faire en sorte que tu parles à ma place, ben c'est ce qui s'est passé. La gauche au pouvoir depuis 81 n'a fait que se substituer à notre parole, de substituer des escrocs politiques pour détourner une lutte éminemment politique qui aurait pu faire émerger quelque chose. 100 000 personnes à Paris qui réclament l'égalité, qui veulent lutter contre le racisme. C'était beau, mais manque de bol, c'était un rêve qui s'est vite estompé. On est revenu à la réalité, on a été confronté aux crimes policiers, aux bavures policières, aux crimes racistes, etc. etc. Résultat des courses, moi, j'avais une bouée de secours, j'étais musulman pratiquant. Donc moi, j'ai pu me rabattre, j'ai pu garder ma spiritualité, qui était mon carburant pour continuer les luttes. Moi, je luttais
parce que j'ai des valeurs, parce que j'ai une foi, et qui anime en moi la volonté de transformer le monde pour le rendre meilleur. Alors d'autres en avaient, d'autres n'en avaient pas. En tout cas, ceux qui n'en avaient pas, beaucoup finissent mal. Mais moi, j'avais ça. Donc j'ai pu, avec mon parachute, atterrir sur le terrain et continuer à travailler. J'arrive à Lyon en 86, et avec quelques-uns des acteurs ici, parce que des étudiants, des gens de ma génération issus d'immigration, on a créé l'Union des jeunes musulmans, en disant, si la France, quand je dis la France, c'est le pouvoir public, n'ont pas reconnu l'exigence, la volonté de nous reconnaître comme citoyens à part entière, malgré les concessions qui étaient faites, parce que les gens ne le savent pas, à l'époque, Jamila, c'était pas Jamila, c'était Gigi, je sais pas quoi, Fatima, c'était Fafa, Jamel, c'était Jimmy. On changeait les prénoms, on faisait comment on appelle, le défrisage de cheveux. Moi, je suis passé par là quand j'étais jeune aussi, pourtant je suis pas trop frisé, mais il fallait que ce soit, il fallait que ton look soit le plus francisé possible, entre guillemets. Il y a des gens, ils avaient même changé de prénom. Ils avaient abandonné Mohamed, ils avaient changé de prénom légalement, après le sortir des guerres d'Algérie en particulier. Et donc il y a eu des concessions énormes, sur le plan psychologique, identitaire, social, culturel. Et à la fin, on leur a dit, restez là-bas, touche pas à mon pote. Toi, tu n'es pas comme les autres bonhommes, tu restes là-bas, tu restes au seuil de la société, tu restes au seuil de la maison du vivre ensemble. Donc il y a une grosse déception. Et nous, on a dit, alors, bien sûr, l'islam, je ne vous en parle même pas, c'était vraiment l'ovni, quoi. Alors, dans les années 75, de 75 à 85, quand tu parlais d'islam, c'était l'islam des anciens, ce qu'on appelait l'islam des caves. Nos parents ont vécu un islam invisible. Ils rentraient du travail, ils priaient dans leur maison, il y avait peu de mosquées, quelques caves, ou deux ou trois mosquées dans les grandes villes, il y avait très peu de visibilité de l'islam. Nous, on est arrivés et on a dit non, nous, on ne va pas nier, on ne va pas s'atrophier d'une partie de notre identité, qui est notre islamité, notre spiritualité. On va la réclamer, on va la vivre et on va l'imposer, entre guillemets, en tout cas, pas l'imposer, on cherche à l'imposer à personne, on va vivre avec. Et on a créé l'Union des jeunes musulmans, et je me rappelle quand on a fait la réunion de création, j'ai dit vous avez deux pistes, les frangins. Soit on crée l'Union des jeunes maghrébins, soit on crée l'Union des jeunes musulmans, ça a les mêmes initiales, UJM, UJM. J'ai dit si on fait l'Union des jeunes maghrébins, on va avoir de l'argent, on va avoir la reconnaissance, on va être invité par les pouvoirs publics, ça. Si on fait l'Union des jeunes musulmans, on va être mis dans le collimateur des autorités, on va être diabolisé. Et effectivement, on le savait. Parce que l'islam, c'est quelque chose qui a été vécu par la France coloniale comme quelque chose de subversif par rapport à l'ordre colonial, par exemple. Quand elle est arrivée à la France en Algérie, elle a fermé des écoles religieuses, elle a fonctionnalisé des imams, elle a imposé des programmes, elle a même organisé le pèlerinage à la Mecque. C'est elle qui organisait le pèlerinage avec des accompagnateurs qui étaient des policiers pour aller espionner les musulmans pour voir s'ils ne discutaient pas avec leurs frères d'autres contrées. Donc on fait cette dynamique-là. Et en 86, on a dit nous, on ne va pas faire des mosquées. Les mosquées dans l'islam, la mosquée, tu peux prier chez toi, tu peux prier n'importe où, tu peux prier n'importe quel endroit. Comme on dit, toute la terre de Dieu, c'est un lieu de culte. Et nous, on avait cette possibilité de prendre une mosquée à Villapa, nous avions offert une mosquée clé en main. Mohamed Massalar, à l'époque, le Marocain qui était parti, il a dit vous êtes des gens sérieux, je vous donne les clés. On a dit non, tu gardes ta mosquée, on ne veut pas de mosquée. On a créé le centre Tawhid, le centre de l'unicité. Tawhid, c'est un mot clé, aujourd'hui on entend parler beaucoup, c'était pour dire on revient à l'unicité de Dieu. Ne pas associer le culte des saints, ne pas avoir une foi saine, c'est symbolique. Et on a créé donc ce centre Tawhid qui est une librairie-bibliothèque. C'était la première bibliothèque musulmane en France. On disait aux jeunes, au lieu d'écouter l'entourbanais qui vient là-bas, le taliban ou je sais pas quoi, ou le mec qui vient d'Algérie ou de Libye ou d'Égypte, viens, tu vas lire des choses en français sur ta religion. On a commencé à faire de la traduction, on a commencé à faire de la publication. On a mis en place l'école Tawhid. L'école Tawhid, c'est quoi? C'est une école, on a mis en place des cycles de formation pour les BTS, les BAC, les BEP, les licences maîtrises, etc. On avait récolté 20 doctorants, docteurs ou doctorants à l'époque. En 86, et Dieu sait qu'à l'époque, ça ne courait pas les rues, les maghrébins musulmans en doctorants. On avait 25, je me rappelle, j'ai encore la liste. Et pour dire quoi? On va aider les jeunes frères et sœurs des quartiers, ceux dont les parents ne peuvent pas aider, qui ont un capital social, culturel moindre, pour qu'ils existent. Et on a fait un jackpot. Tout le monde, avec tous ceux qui sont passés, ont réussi. On a dit, ça, pour nous, ça a du sens. Après, on s'est élargi sur les activités socioculturelles et éducatives. Et les premières rencontres qu'on a fait, alors je vous ai oublié l'Ardèche. L'Ardèche, c'était celui qui nous a permis d'avoir la mosquée, c'était Guy, un prêtre ouvrier, un ami à moi de l'époque. Et le diocèse de l'époque nous avait dit, si vous voulez, je vous offre un terrain à côté de l'église. Et nous, on ne voulait pas pousser la symbolique à ce point. Aujourd'hui, on n'imaginerait peut-être même pas avec les tensions qu'il y a, mais à l'époque, on avait cette possibilité. Moi-même, je suis passé par
les foyers de la GEC et de la JOC, jeunesse étudiante chrétienne, jeunesse ouvrière chrétienne, et je les ai fréquentés, j'ai joué avec eux, j'ai fait des sorties avec eux, des camps avec eux, et quand je suis arrivé à l'UJM, j'ai voulu transposer la même chose, j'ai dit, nous, notre modèle, c'est la GEC et la JOC. Mais sauf qu'on nous a dit, non, ça c'est bon pour les petits blancs, entre guillemets, excusez-moi le terme, hein. Mais vous, non, les basalés, vous n'avez pas droit à ça. Donc on va vous traiter différemment, on va vous traiter comme les potentiels intégristes. Et on a commencé à nous fermer les portes au nez, alors qu'on avait Père Delorme. Moi, Christian, c'est un ami, il venait à la maison, il mangeait à la maison, on a fait des réunions, etc. Et c'était le seul, ça aussi, et ça, on lui doit cette reconnaissance, qui allait dans les couloirs de la préfecture, dans les couloirs des ministères, pour dire non, l'Union des jeunes musulmans fait un bon travail. Alors il nous disait dans les coulisses, parce que certains nous diabolisaient, ils disaient attention, c'est quoi ces gens-là, ils veulent parler d'islam, leur visibilité sur l'islam, tatati, le foulard, machin. Et lui, il nous a défendus jusqu'à un certain seuil. Résultat des courses, les autorités publiques, les pouvoirs publics ont refusé de nous subventionner, nous ont diabolisés. Alors après, on nous a parlé de quoi? De l'Iran, alors son à peu près les talibans. Après le fils en Algérie, le GIA. Donc chaque fois qu'il y avait un foyer de violence dans le monde lié à l'islam, il fallait qu'il nous fasse le lien. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en Algérie? Et qu'est-ce qui se passe en Tchétchénie, machin? Je dis, bah, attendez, mais on est en France. Vous parlez de ce que... Parlez-moi de ce qui se passe ici, dans nos quartiers, dans nos banlieues, dans nos mosquées. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le travail qu'on a fait, on était dans une dizaine de quartiers, 10-12 quartiers de communes sur la région lyonnaise, où on avait un poids réel. C'est-à-dire, on avait, quand on faisait une conférence, quand on faisait une manifestation, quand on faisait un tournoi de foot, quand on faisait une activité quelconque, on avait des centaines de gens qui répondaient présents dans les banlieues. Au point que, eux, par exemple, sur Mermoz, la plus grande fête du 8e, c'était l'association Clarté qui l'organisait, l'association de musulmans. C'était celle qui drillait le plus de gens, qui faisait le plus de vivre ensemble, plus d'animation dans le quartier, mais jamais reconnue par les officiels. Résultat des courses, le discours qu'on a eu, nous, de dire tu peux être citoyen français de confession musulmane et porter tes deux chaussures et marcher en équilibre avec les deux. Parce que pour nous, c'est complémentaire. Moi, je dis un petit slogan que j'ai dit un jour, je dis ma spiritualité, enfin, mon engagement est un complément vital de ma spiritualité. D'ailleurs, chez les référents de l'islam, ils nous disent une foi qui n'entraîne pas l'action, c'est une foi morte. Alors ça me rappelle, là je vous dis en toute amitié, en toute fraternité, Emmanuel Todd, quand il parle des chrétiens zombies, ça veut dire beaucoup pour moi. Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui on a des lobbies, on a une force de frappe intégriste laïque, qui a fait en sorte que la dimension religieuse de la vie des gens soit occultée, soit diabolisée, soit dévalorisée, soit... J'ai fait une formation en 84, au bout d'une semaine de formation pour être directeur de centre, Marie, elle me regarde, elle me dit, Bilan, Abdelaziz, merci. Merci Abdelaziz, tu merci quoi? Elle m'a dit, j'ai pu dire que j'étais chrétienne. On était chez les CMA. Les CMA, c'est pas réputé pour être des gens très portés sur la question religieuse. Et les CMA, c'était une ambiance de guerre contre la religion. Et parce que j'ai pu, moi, avec ma grande gueule, etc., discuter, imposer le discours, dire non, attention, elle a pu dire, je suis chrétienne aussi. Elle le cachait. Elle cachait sa conviction. D'où l'idée de Malveton qui dit chrétien zombie, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on secoue le cocotier, on dit attends, il faut peut-être que je me réveille, que je devienne un acteur de transformation sociale. Aujourd'hui, c'est ça qui dérange. Nous, la particularité dans l'islam, et c'est ce qui gêne aussi, alors je finis parce que je vous dis plein de terroirs. Là, j'essaie de faire vite. Alors après, donc on a voulu faire cet islam engagé, dire nous, on veut être citoyens, on veut contribuer à l'épanouissement de la société, à partir de nos référentiels. Mais je ne vous les impose pas, mais respectez-les. Moi, si je dis je suis musulman, je ne veux pas manger de porc, tu ne vas pas dire non, tu vas manger du porc. Voilà, sans parler des repas de substitution qui existent depuis 40 ans. Moi, j'étais dans un lycée technique, tout le temps il y avait des repas de substitution, il y avait des choses. Aujourd'hui, on régresse, c'est-à-dire 40 ans, au lieu de nous parler de en quoi peut contribuer cette génération montante, grâce à la démographie qui est importante pour l'avenir du pays, en quoi elle peut contribuer à faire avancer la France, on nous parle de libération de frites, mais on va où? Un président de la République, un candidat dont le souci est de double ration de frites, j'ai l'impression de vivre dans un monde qui marche sur la tête. Mais est-ce que c'est ça la réalité de la France? C'est ça le souci de la France? Bon, j'espère que Macron va lui mettre une claque, parce que même si c'est pas ma tasse de thé, au moins lui il n'est pas sur ce registre-là. Voire même Juppé, il n'est pas sur ce registre-là du clivage. Donc nous, on a senti ce clivage très tôt arriver. On nous a dit, vous, votre discours là, comme nous on disait à Mourad, viens, engage-toi, participe, rentre dans une association de parents d'élèves, association de locataires, association de chômeurs, machin, et on nous disait, alors ça marchait pour certains, on a sorti des gens de la délinquance, des gens ont pris des études, des gens ont fondé des foyers, des gens ont créé des entreprises. Et à un moment donné, le phénomène de l'exclusion, du racisme institutionnalisé était tellement fort qu'on n'arrivait plus à répondre à la demande.
Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le discours qu'on prenait dans les banlieues, il a été discrédité par les pouvoirs publics. On nous a refusé des subventions, on nous a diabolisés, et en fait, il y a une stratégie derrière. Alors, je ne veux pas faire du complotisme, mais c'est une réalité. On a ouvert la porte, ce qu'on appelle les salafistes. On a vu arriver des gens qu'on ne connaissait pas. Moi, depuis 79, je suis dans l'islam, je n'ai jamais vu des gens comme ça, moi. J'ai vu les gens de Tablir, une association qui s'appelle Foi et Pratique, c'était des gens qui font le prêche dans les cafés, dans les quartiers, c'est des piétistes, des gens qui font l'appel à la prière, mais qui ne sont pas du tout politisés, ni radicalisés, ni rien du tout. Ils sont gentils comme tout, ils n'ont rien à voir avec ça. Ça existait. Mais eux, là, on voit arriver des gens qui sont dans une posture de rupture visuelle, parce qu'ils mettent leur truc, leur turban, leur machin, tout ça, et les baskets Nike. Alors le comble de l'ironie, c'est les baskets Nike en dessous, avec les derniers téléphones, les derniers cris, etc. C'est vraiment ce truc de fou. Donc on voit arriver une espèce de gens qui te disent, ah bah non, voter c'est haram, haram c'est interdit par l'islam. Voter c'est haram, tu serres la main au kéfeur, t'as pas le droit. Ils montent dans l'ascenseur avec Jean-Paul ou Martine, ils retournent la tête, l'autre il crache par terre. Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou là? Nous on travaillait pendant 30 ans pour dire on veut être ensemble, on veut favoriser le vivre ensemble, on crée une société d'amour, de paix, de fraternité, de justice sociale, etc. Et lui, le mec il vient et il dit, et je vous assure, moi j'ai les preuves, la préfecture a donné des cartes de séjour à des gens qui étaient de cette obédience-là, à Saint-Fond, au Menguette, etc. On les a vus. Et ils sont venus nous combattre. Qu'est-ce que vous avez là? Vous avez vu là? La marche, vous avez fait la marche, vous n'avez rien eu. Maintenant vous parlez du GIAT, vous n'avez rien eu. Vous racontez toujours le même discours, et le chômage il est toujours là, le racisme est toujours là. Ils ont raison d'un côté, mais c'était vraiment malsain parce que c'était mal intentionné. C'était pour tourner la tête à nos petits frères, pour dire, écoutez plus ce discours-là. Effectivement, on a été discrédité. Bon, je sais, on a été discrédité par le pouvoir public à cause de ces volontés politiques. Alors l'objectif était quoi en fait? Moi je le vois avec le temps. C'est de marquer la différence du musulman par rapport à l'autre. Tariq Ramadan, on a contribué à son émergence sur la place publique. Et il est venu, il a commencé son travail à Lyon. Il s'est rendu compte, nous on était en train de vivre une pratique sociale, culturelle, politique, et on n'avait pas les mots pour la mettre en valeur, pour lui faire une vitrine. Tariq est venu, il s'est approprié ça, il a compris, et il a commencé à en parler. Et Tariq Ramadan, pourquoi il dérange? Parce qu'il parle bien français, parce qu'il est européen, parce qu'il est cultivé, parce qu'il connaît les deux références, la référence, j'allais dire française, franco-française, la référence musulmane. Il n'est pas habillé avec un turban, avec une gandoura. Donc ça dérange ça, c'est déstabilisant. Parce qu'on dit, attends, le mec, on me dit tout le temps, les étrangers, les immigrés, les musulmans, les islamistes, les terroristes, et le mec il vient, pourtant il me ressemble. Khaled il me ressemble à Jean-Paul, à Martine, même avec ta barbe, tu ressembles à n'importe quel citoyen du commun. Et là tu vas déranger. Par contre, on voudrait que tu sois avec ton truc marocain, avec les babouches et tout ça, tu vois. Et ça, c'est cultiver la différence de l'autre pour le mettre à distance du vivre ensemble. Et c'est ce que la France aujourd'hui, enfin la France, les hommes politiques, je dirais même des criminels politiques, ont fait pour casser le vivre ensemble, pour pousser au communautarisme, pour obliger aujourd'hui à ce que, je finirai là-dessus parce qu'il y a tellement à dire, c'est énorme, je vous assure que c'est énorme. J'ai un frère, oui, c'est un frère musulman qu'on connaît, etc., on le connaît tous. Il me regarde, il me dit, Abdelaziz, tu sais, on parlait de racisme, tout ça, du mal vivre. Il dit, c'est Abdelaziz, nous on est tranquille, hein? Je dis quoi? Il me dit, les enfants, ils savent plus ce que c'est un français. Véridique, hein? Et ça se passe à Dessine. Il me dit, nous, mes enfants, on est tranquille, ils savent même plus ce que c'est un peu français. Et il a dit français, parce que ses enfants, ils sont français. Ils ne savent même pas ce que c'est la Tunisie, machin. Et ça, c'est une catastrophe. C'est les écoles privées qui ont été offertes par Sarkozy aux musulmans en contrepartie de la loi contre le foulard en 2004, parce qu'il y a eu un deal, quand il y a eu la loi sur le foulard à l'école, il y a eu un deal de grosses organisations en France pour rentrer dans le jeu institutionnel du Conseil français des musulmans. Ils ont fait cette concession. Ils ont même appelé toutes les organisations et les musulmans à ne pas manifester contre la loi. Alors que nous, on disait que c'est une loi de discrimination, une loi d'exception. Sortir des jeunes filles de l'école parce qu'elles portent un foulard, c'est les mettre de côté de la société, c'est une loi d'exception, une loi scélérate, comme disait Jean-Michel Delanger, député socialiste de l'époque. Donc je finis là. Donc aujourd'hui, moi, ce qui me fait peur et ce qui explique en partie le terrorisme, le djihadisme, c'est ce refus, c'est ce plafond de verre, c'est ces portes bloquées systématiquement lorsqu'un jeune musulman ou une jeune musulmane veut avancer, veut contribuer jouer un rôle positif dans la société. On leur renvoie soit à son étrangeté, soit à sa religiosité, et on réduit les gens non plus à leur citoyenneté ou à leur origine géographique, mais à leur religion musulmane.
Musulman d'apparence, rappelez-vous Sarkozy qui disait musulman d'apparence. C'est Sarkozy qui nous dit j'ai nommé un préfet musulman. Est-ce que vous avez vu un préfet nommé où on dit on a nommé un préfet juif, un préfet catholique, un préfet protestant? Jamais. Pour le musulman ça s'est fait et ça passait comme une lettre à la poste. Oui, j'ai désigné un préfet musulman, mais ferme ta bouche. Pourquoi? C'est quoi ce truc là? C'est un préfet de la République. Il a fait l'école de la République, l'administration, il a réussi ses concours, il a machin, point. Pourquoi? Donc ça, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, les jeunes, ils ont vu leurs parents souffrir pendant 30 ans, ils n'ont pas été, là, ils ont pris la reconnaissance que leur devait la France. Et les anciens savent ce qu'ont fait nos parents. Les autoroutes, les automobiles, le bâtiment, ils ont fait le maximum qu'ils ont pu faire. Même avant, les guerres coloniales, les guerres de libération contre le nazisme, la première, deuxième guerre mondiale, ils sont venus mourir par milliers. Monte Cassino, ça a été libéré par 75% de musulmans. La France n'a pas reconnu ça. Elle n'a pas reconnu la marche des grands frères de 83 dont j'ai été. Et elle ne reconnaît pas leur complément identitaire qui est l'islam. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? En plus, on leur dit, tu n'as pas le même boulot que les autres, tu n'auras pas la même qualification que les autres, tu n'auras pas les mêmes facilités pour avoir un logement, un emploi, etc. que les autres. Donc le mec, il pète un câble. Vous prenez Jean-Paul ou Martine, vous les mettez dans les mêmes conditions socio-historiques, économiques et sociales, vous aurez exactement les mêmes phénomènes. Donc nous on dit aujourd'hui, voilà, je vais vous rendre la parole à ça, le problème, ce n'est pas une question de religion, même si des gens instrumentalisent la religion pour faire leurs méfaits, et je finirai sur les deux thèses qui courent actuellement entre Olivier Roy qui dit, ben non, c'est l'islamisation de la radicalité, ce sont des jeunes radicaux qui auraient pu être dans les brigades rouges, ou qui auraient pu être comment ça s'appelle, à la bande d'Abader, ou je ne sais pas quoi, et qui ont trouvé l'islam comme exutoire. Et l'autre, Gilles Kepel, qui essentialise l'islam en disant non, non, ils sont terroristes parce qu'ils sont musulmans. Donc entre les deux, il y a beaucoup à boire et à manger, il y a beaucoup à discuter, et je vais vous laisser la parole pour discuter. Certaines interventions, effectivement, au départ, où clairement, oui, il y a un positionnement qui est légitime, et en même temps, il y en a certaines où il peut un peu se contredire, et on a l'impression qu'il y a une double parole derrière. Donc c'est la première chose sur laquelle moi ça me pose question. La deuxième, c'est effectivement au niveau d'éducation. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment aussi où entre la jeune génération qui arrivait, enfin la génération qui arrivait en France après la guerre, qui effectivement a travaillé, a essayé de s'implanter, et ainsi de suite, et la génération actuelle, où il n'y a pas un moment où ça a lâché, alors peut-être pour pas mal de raisons. Parce que nous, on a pris typiquement on avait 4 musulmans dans notre société, et clairement, on voyait qu'il y avait un écart qui était énorme entre eux, au niveau éducation, au niveau même, enfin, on en parlait, hein, c'est le nom de la foi, ils savaient que j'étais cathos, on savait qu'ils étaient musulmans, ainsi de suite. Et il y avait un écart énorme entre ceux qui venaient directement, un de Guinée et une d'Algérie, et les deux autres qui étaient en France, enfin qui étaient en France depuis un moment. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas eu un... Voilà, comment est-ce qu'il n'y a pas l'éducation qui a lâché à un moment? Comment est-ce que ça s'est fait, à peu près à quelle génération, pour en arriver là actuellement, quoi? On va essayer de prendre plusieurs questions. Ce serait bien. Donc on va prendre encore d'autres questions. Moi j'ai une question pour Mourad. Est-ce que pour vous il y a une évolution dans ceux qui pratiquent le djihad entre votre époque et l'époque de maintenant? Est-ce que c'est le même type de structure mentale qui est mobilisée, ou est-ce que voilà, il y a une différence? Il y a encore une question. C'est une question pour tous les deux. Déjà merci pour vos interventions. Et qu'est-ce que vous pensez de l'action de l'État aujourd'hui pour prévenir la radicalisation, pour prévenir, en tout cas dans les quartiers, toutes les actions qui sont mises en place avec les associations, mais aussi avec le culte musulman pour prévenir la radicalisation? Qu'est-ce que vous en pensez? La personne du camp de moi j'ai une question, je travaille en tant qu'éducatrice spécialisée dans la cité Mistral de Grenoble, et la seule mosquée qu'il y a, c'est une mosquée de salafistes, et les autres familles n'ont aucun lieu de prière. C'est des nombreuses questions, elles prient dans leurs immeubles, elles n'ont aucun lieu de rassemblement, et du coup tous ceux qu'on peut voir, c'est uniquement les hommes qui vont à la mosquée salafiste. Alors, juste toute petite question, parce qu'on ne parle pas du tout des femmes, mais moi ça m'intéresse de savoir là-bas où vous êtes allés, la place des femmes.
Oui. Ça m'étonnerait. Après. Alors, moi je suis pas un spécialiste en radicalisation, je suis un expert dans toutes ces questions, mais la petite expérience que j'ai me laisse... Alors, on pouvait à l'époque ne pas savoir ce qui se passait en Afghanistan, on pouvait être à l'abri de la propagande djihadiste, c'est quand même plus difficile aujourd'hui pour des jeunes, je pense, avec tous les moyens techniques qu'on a, l'Internet, etc. C'est plus difficile pour un jeune de ne pas être au courant de ce qui se passe en Syrie, de ne pas être au courant, de ne pas connaître tous ces groupes djihadistes. Ouais, j'ai la voix qui est. Et donc, oui, il y a une évolution, il y a plus de jeunes qui partent. Alors c'est souvent une radicalisation qui est plus rapide. Moi c'est ce que je constate, c'est-à-dire que Al-Qaïda insistait beaucoup sur le fait que la réussite terroriste devait passer par la piété. C'est-à-dire qu'il disait, avant tout, apprenez votre religion. Ils étaient beaucoup sur l'idéologie. Ils étaient convaincus qu'il fallait être très idéologisé, qu'il fallait bien connaître pour être efficace. La différence avec l'État islamique aujourd'hui, ils n'en ont rien à faire. S'ils ont un jeune qui est opérationnel, c'est l'essentiel. Voilà. Je pense que la différence est là. Et puis évidemment, avec tous les moyens, ça a changé quand même. L'État islamique, ils ont des moyens. En tout cas, ils avaient, aujourd'hui c'est peut-être un peu plus compliqué pour eux, mais ils avaient des moyens considérables de communication. Des vrais studios américains, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire, le studio, sur Canal+, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, le studio de l'horreur, je crois, enfin je me rappelle plus, la fabrique de l'horreur, je ne sais plus, mais un doc très intéressant sur la communication qu'a l'État islamique. On a vu qu'ils avaient des studios, enfin bref. Ce qui n'était pas le cas avec Al-Qaïda, mais c'était des VHS à 2 balles, très mal faites, etc. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'en effet, la puissance d'attraction de l'État islamique est infiniment plus forte que pouvait être celle d'Al-Qaïda avant. Même si Al-Qaïda existe toujours. Ils sont toujours en Afghanistan, ils sont très actifs d'ailleurs. Le fils de Ben Laden d'ailleurs est aussi longtemps. Mais voilà, ça reste différent. Pour les femmes, il y avait des femmes en Afghanistan. Déjà, il y avait aussi des jeunes filles. Hein. Alors, c'était les mêmes. Alors, souvent on dit la Syrie, c'est pas comme l'Afghanistan. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'en Afghanistan, il y avait aussi un État islamique. C'était celui des talibans, certes. Mais il y avait cet État islamique, dont certains partaient aussi pour les mêmes raisons qu'à l'époque du califat de la Syrie, en disant c'est un État islamique, donc moi je vais immigrer selon ce que j'ai compris moi de l'idéologie. Et donc, je vais immigrer dans un État que je considère comme islamique, etc. Ça pourrait être le cas au moment de la proclamation du califat en Syrie. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'analogies qu'on peut faire entre l'Afghanistan d'hier et la Syrie d'aujourd'hui. Et donc, il y en avait moins, parce que de toute façon, il y avait moins de djihadistes. Mais la proportion était la même en réalité. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup des jeunes filles, parce que, etc. Mais il y en avait déjà beaucoup à l'époque aussi. Et pour les moyens qui sont mis par le gouvernement, alors moi je ne connais pas trop finalement, parce qu'on tâtonne en France en fait. On essaye des choses, il y a des associations qui se font, il y a beaucoup d'opportunisme aussi, je pense que vous avez aussi entendu parler, malheureusement. Alors, bon, tout a le mérite d'exister, moi j'ai pas envie de cracher sur la soupe et de dire voilà, c'est n'importe quoi. Au moins il y a des choses que les gens essayent de faire. Même si de mon point de vue, je pense qu'on focalise trop sur la radicalisation djihadiste. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de problèmes avec la jeunesse en général. C'est-à-dire, enfin, nous à Vénissieux, on a plus de difficultés. Enfin, si on devait parler de problèmes, je prendrais l'exemple, ne serait-ce que les centres de la drogue, on a plus de jeunes qui sont touchés par la drogue que par le djihad, quoi. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus essentialiser sur la radicalisation. Je pense que c'est un peu le problème aujourd'hui. Voilà. Mais bon, voilà, moi personnellement, j'ai pas beaucoup l'occasion de travailler avec le gouvernement, parce qu'aujourd'hui on se méfie de donner la parole à des personnes comme moi, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qui sont aussi passées par le djihad. Alors on parle de repenti, moi je déteste ce mot, je ne me considère pas comme repenti, ni ancien djihadiste d'ailleurs, pour la simple bonne raison que j'ai pas fait de djihad. Et donc, voilà, moi personnellement je travaille très rarement avec le gouvernement. En tout cas, les institutions ont énormément de difficultés à me faire confiance. Voilà. Pour continuer sur cette question-là, le proverbe il est clair, il dit dans le pays des aveugles, le borné roi. Aujourd'hui on a des cabinets
qui ont été montés de toutes pièces pour soi-disant lutter contre la radicalisation, qui ont absorbé, alors combien c'était des sommes considérables en 18 mois, 600 000 euros, un truc comme ça, des sommes faramineuses. Des associations que je connais d'éducation populaire n'ont jamais eu ça depuis 30 ans dans leur existence. Des sommes phénoménales. Pourquoi? Parce qu'il y a une panique de la France, une panique des autorités, une panique de l'État, qui dit ouais, c'est quoi ce phénomène, donc allez, on va réprimer, on va faire 4000 perquisitions, assignations avec des violences extraordinaires. Je vous invite à écouter des gens qui ont vécu déjà des traumatismes terribles, des enfants, des bébés, etc., traumatisés par la violence, à 3 h du matin, des coups, etc. Donc ils ont fait ça, donc, le pouvoir a fait ça, il a essayé un peu de secouer, de donner des grands coups de pied dans le cocotier, avec très peu de résultats, et même pas 6 mises en examen sur les 4000 assignations et perquisitions. Et on fait appel à des gens comme ça qui sortent du chapeau, ouais, moi je connais, tout, tu vas voir et tout ça, et commencent à parler, machin, et ça devient des gens crédibles interlocuteurs. Et comme on ne veut pas aller trop, on est à l'ère médiatique, c'est tout ce qui brille comme ça, là, tant qu'on saute dessus, bon, je ne vais pas citer les noms, parce qu'il y a une personne aujourd'hui qui est référente de ces problématiques-là, elle nous a appelé, moi, elle m'a appelé pendant des heures et des heures, jusqu'à 3 h du matin au téléphone, avec d'autres acteurs de l'UGM, pour connaître la réalité de l'islam à Lyon. Vous ne savez pas ce que c'était l'islam des jeunes, notre gamberge, comme on dit, notre délire, elle ne connaissait pas. Et à la fin, elle a fini par écrire des choses qui étaient même mensongères. Quand je l'appelle, je dis, mais pourquoi tu as écrit ça? Elle me dit, non, mais c'est Mounir qui m'a dit. Et quand Mounir m'appelle, elle dit, mais non, c'est Abdelaziz qui m'a dit. Je vous jure que c'est vrai. Mais sans parler d'un autre, un grand sociologue aujourd'hui, directeur de recherche au CNRS, qui écrivait sur les jeunes de Lyon, et il parlait de Kamal Mansour, il disait, ouais, la demoiselle Kamal Mansour. Là, le mec, il n'était même pas venu sur la réalité, il a écrit l'islam des jeunes. Farhad Kosko-Kadar, j'ai eu au téléphone, je lui ai dit, c'est pas bien ce que tu fais. J'ai dit, tu ramasses les poubelles des journaux et pour faire des bouquins alors que tu es sociologue. C'est pour dire quoi, c'est pour dire jusqu'où on est allé. On est allé sur des aberrations terribles. Et des gens, c'est riche comme, oui, moi je vais machiner la radicalisation. C'est pas vrai, la radicalisation, moi en 2005, prenez le texte de Kelkal sur le truc. Je cite des points. Et je parlais, vous savez de quoi à l'époque? On ne les connaissait pas, les Mera, les Kouachi, tout ça. Il est impératif, si nous voulons éviter d'avoir des kamikazes bien de chez nous, de considérer l'islam et les musulmans comme une partie constituante de l'identité et de la réalité française d'aujourd'hui et même d'hier, et de permettre leur expression et leur contribution au même titre que les autres composantes du pays. Nos ancêtres n'ont-ils pas contribué à la rationalité occidentale du temps de l'Andalousie, entre autres, elles-mêmes ancêtres de la laïcité? N'ont-ils pas contribué à la libération de la France du joug fasciste? N'ont-ils pas contribué de manière importante au développement économique de ce pays des retraites glorieuses? Et je cite des points qu'il faut faire pour éviter d'en arriver là. Et bien ces points-là, ils ont été mis aux oubliettes. Je n'avais pas la prétention, moi, d'être écouté par le gouvernement, mais quand même, quand on est intelligent, quand on a des services, on tâte le terrain, on dit, tiens, qu'est-ce qui se passe dans les banlieues là? Ah, il y a des choses qui chauffent. La question palestinienne, la question de la diabolisation de l'islam, ça. Donc, pour revenir sur cette question, sur la question de Tariq Ramadan, je pense qu'il a suffisamment expliqué qu'il n'avait pas de double discours. Moi, je le connais personnellement de près avec certains d'entre nous ici, Mounir en particulier. On connaît de l'intérieur. Non, il n'a pas de double discours. Mais il a un discours qui dérange. Parce qu'il vient ébranler le socle commun sur lequel nous sommes assis. Quand il parle de laïcité, il dit c'est pas une laïcité, c'est du laïcisme. C'est une laïcité à géométrie variable. C'est pas une laïcité à la Jaurès, c'est plutôt Émile Combes qui veut bouffer du curé, qui veut éliminer la visibilité de la religion. Donc lui, il touche à ce socle-là et ça dérange. Moi, si quelqu'un vient me toucher à mes fondements et qui me déstabilise, je vais être gêné, je vais être agressif même. Donc il y a cette réalité-là. Ceci dit, on ne va pas se cacher, et moi je le dis toujours, moi je ne vois pas pourquoi moi, Abdelaziz, je ne vivrai pas avec les gens, je ne mènerai pas des combats en fonction de mes convictions profondes, avec l'intention de convaincre les gens, et alors pourquoi pas? Il est où le problème? Si moi je suis convaincu qu'une chose est bonne pour moi je l'aime pour mon prochain, j'ai envie que mon prochain la vive. Pourquoi on accepte du communiste qui vient propager Lénine, Staline, Marx, Engels, etc. et qu'on n'accepte pas d'Abdelaziz qui dit le prophète de l'islam, il a fait une promesse à Sainte Catherine où il a dit les chrétiens sont mes protégés, sont mes frères jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Moi je suis allé au Forum social mondial, je fais partie d'une commission islamiste, je vais dans des espaces où le seul qu'on interroge sur ses convictions c'est moi. Je dis mais qu'est-ce qui vous arrive là? Ça veut dire quoi? Et lui là, chrétien, juif, machin, athée. Pourquoi? Systématiquement c'est ça. Donc il y a des clés qu'il faut connaître et qu'il faut donner aux gens dans ce type pour éviter ça. Le salafisme, c'est vrai. Alors, certains disent aujourd'hui, des services, moi je l'ai entendu de sources sûres, disent on veut laisser ces mosquées pour pouvoir repérer, en fait repérer rien du tout. Parce que c'est pas ceux qui sont dans les mosquées qui vont poser des bombes ou vont faire le djihad. C'est des mecs qui sont hors circuit et savent qu'ils sont surveillés. Moi je suis intervenu à Bourgoin-Jallieu et une mosquée là-bas dite salafiste.
la caméra, elle est devant la mosquée. Tout ce qui passe dans la mosquée, devant la mosquée, à l'aéroport, ça t'enlace. J'avais d'abord dénoncé ce scandale parce qu'il y avait une banque, une poste et la mosquée. Il y a un lieu de culte, c'est un lieu œcuménique. Et la seule caméra qui était braquée sur la porte d'entrée, c'est une caméra qui fixait les gens qui entraient à la mosquée. Bon, je suis intervenu, etc. Donc, alors ils prétextent que c'est pour surveiller, mais en fait, bon, c'est aussi, comment dirais-je, une réalité qu'on a ouvert la porte à ces mosquées. Tout le monde savait que ces gens-là avaient pris. Ils viennent dans une mosquée, ils l'infiltrent, ils commencent à faire leur réunion, petit à petit, ils s'imposent, ils prennent la responsabilité, ils chassent l'imam, ils imposent leur imam, mais tout le monde le sait. Il y a même la grande mosquée a été mise en danger. Kamel Kaptal, à un moment donné, il a fait du balai. Parce qu'ils commençaient à squatter, ils ont une technique. Mais, voilà, donc ça, c'est la responsabilité aussi de l'État, parce qu'on ne va pas sortir des armes pour chasser les gens de la mosquée. Un dernier point sur, ouais, c'est ça, rupture entre deux générations. Alors c'est vrai, c'est pas une rupture en réalité, c'est une évolution. Nos parents, quand ils sont venus ici, ils savaient ni lire ni écrire. Quand la colonisation est partie d'Algérie, il y a eu 95% de gens analphabètes. En Tunisie, au Maroc, pareil. Moi, mon père, il ne savait pas assigner. Il mettait une croix, je lui ai appris à assigner. Ma mère, pareil. Donc, la génération de nos parents, ils ont été entretenus dans un analphabétisme, dans une ignorance de leur religion, des textes, des références, avec plein de trucs, plein de charlatanisme, etc. Nous, on arrive, on dit non. On dit non, c'est pas ça. Non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Parce qu'on est revenu aux sources. Nous. On a appris à lire, à écrire, on réfléchit, on va aux sources. Quand je vous ai dit une librairie, bibliothèque, maison d'édition à Lyon, je ne vous ai pas dit mosquée, c'était 86. Donc on a compris qu'il fallait aller chercher les outils de compréhension de notre religion. Et ça a permis à des gens de comprendre que la religion, c'était un facteur d'épanouissement. Et les rapports ont changé. Donc quand on est bien dans ses baskets et qu'on s'affirme dans une société, c'est différent que quand on est opprimé ou quand on est effacé et qu'on rase les murs. On sort, on dérange. Quelqu'un qui avait dit, un homme de théâtre qui avait dit la marge, on était à la marge. Il dit la marge intègre la norme et la fait évoluer. En France, on ne veut pas. Cette marge-là, elle a intégré la norme, elle a intégré la société française. Parce qu'on travaille, on cotise, on est attention, et ça dérange. Donc il y a eu cette évolution. Et d'ailleurs, moi j'ai une phrase qui me revient toujours, et c'est ce père de l'homme, c'est Christian. Je suis Christian, pourquoi tu dis ça? Il dit ouais, l'islam des parents, il était gentil, et vous avez l'islam radical. Alors qu'on n'est pas radicaux, rien du tout. On était amis, frères avec lui, on a fait des rencontres, etc., avec des centaines de personnes, machin. Mais parce que le regard, on a obligé le regard de notre interlocuteur à évoluer. Il ne pouvait plus nous regarder comme ça. Il ne pouvait plus nous regarder avec un regard condescendant. Il fallait qu'il nous regarde d'égal à égal. Et ça dérange. Quand on s'habitue à des privilèges, c'est difficile de les perdre après. Et c'est ce qui explique effectivement cette différence. Il y a d'autres questions? Ouais, là, il y a une deuxième vague, je pense. Vas-y. Alors moi, ça serait sur le texte que vous nous avez donné là. Donc il faut, en fait, on n'était pas vraiment dans le contexte de quand il a été écrit, c'est-à-dire qu'il a été écrit en 628, et en fait, vous avez un peu occulté tout le concept de dhimmi, c'est-à-dire que vous savez, c'est quand il y a une religion qui n'est pas la religion musulmane sur un territoire de l'islam, et ben il y a des protections moyennant impôts et tout ça. Le problème, c'est que la France, en fait, n'est pas terre d'islam. Et du coup, vous faites la comparaison avec ceux qui ont assassiné le père Hamel en août dernier. Et les gens ils ont assassiné le père Hamel parce que la France n'est pas terre d'islam. Et parce que la France est donc infidèle. Et donc, est-ce que ces gens qui ont assassiné ce prêtre ne sont pas des justiciers de l'islam? Mais si la France était islamique, s'il y aurait 80% de musulmans en France, il y aurait ce que vous dites, c'est-à-dire il y aurait une protection des églises, peut-être même des synagogues. Mais le problème, c'est qu'on voit bien, même dans les banlieues françaises, quand il y a une population qui est majoritairement musulmane, il y a des chrétiens qui sont tolérés, mais il n'y a plus aucun juif dans les banlieues françaises. Et ça, c'est parce qu'il y a... Ah bah, il y en a tout. Je connais Sarcelles, moi j'ai des amis à Sarcelles. Les musulmans, ils sont cul et chemise, m'excuserez le terme, avec les juifs. Mon père habitait Sarcelles, je peux vous dire que mon père habitait Sarcelles, il ne se reconnaît plus dans Sarcelles. Bah, en tout cas, les juifs sont toujours là, et ils cohabitent avec les maghrébins, avec les noirs, bon, peu importe, je vais essayer de vous répondre. Le prophète, il n'a pas, dans son texte, dans ses paroles, il n'a pas imposé la démitude Oui, mais c'est après... Non, mais après c'est autre chose. Après, il y a des gens qui ont instrumentalisé la politique, ils se sont entretués. Après, je veux dire mieux. Il y a une bataille entre compagnons du prophète et 70 000 morts. Le prophète, il était encore chaud que les compagnons commençaient à se disputer pour savoir qui allait prendre la relève.
Donc c'est pas, voilà. Nous notre modèle c'est pas X, Y, c'est le prophète de l'islam. Il y a deux références dans l'islam. Il y a le Coran et la tradition du prophète. La tradition du prophète, c'est la sira du prophète qu'on appelle. Ce sont les deux références pour nous. Après, tout ce qui est venu après, c'est des êtres humains, avec leurs avantages, leurs défauts, les inconvénients, etc. Donc pour nous... Les assassinats du père Ahmed... Non, je vais venir. L'assassinat du père Ahmed, moi, je vous défie d'interpeller, et d'ailleurs ça a été fait, les sociologues l'ont fait, Farhad Koskovar il le fait avec les détenus, les djihadistes en prison, d'aller discuter avec ces gens-là pour savoir qu'est-ce qu'ils connaissent de l'islam. Le minimum requis, ils ne le connaissent pas. Il y a des gens, ils dilaient de la drogue, les frères machins, là, les Belges, là, comment ils s'appellent Absalam et tout. Les mecs, ils bringuaient, ils fumaient, ils se défonçaient la gueule, et d'un coup, jihad, Allah Akbar, c'est justement pour avoir le salut. Non, il n'y a pas de salut, c'est pas vrai, ça c'est un prétexte. C'est un prétexte. Donc moi, ce qui me gêne, c'est que des gens comme vous, des jeunes, moins jeunes, réduisent une civilisation de 14 siècles, réduisent 8 siècles de cohabitation en Andalousie, réduisent Tolède, qui était le centre universitaire du monde occidental, où les princes allaient apprendre la langue arabe pour étudier les sciences religieuses, les sciences profanes, chez les musulmans, et on réduit tout ça. Oui, mais le mec qui a tué, il a dit qu'il était musulman. Il peut dire ce qu'il veut. Il faut connaître l'islam. Nous on dit par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, quand on dit on lutte contre l'islamophobie, une des dimensions moi, qui m'a paru fondamentale quand on a créé CRI, c'est on a dit il faut lutter politiquement, juridiquement ça va de soi. Parce qu'on est censé être tous régis par la loi, par le droit à la limite. Ok, ça c'est du blabla. Mais on a dit il faut lutter politiquement et pédagogiquement contre l'islamophobie. Et on a démontré par exemple, on a fait le journée de la rose le 8 mars, journée des droits internationaux des droits des femmes. On est allé distribuer des roses avec un verset du Coran et une parole du prophète. Eh bien, je vous assure, c'est énorme. Comment les femmes elles tombent des nues. Mais l'islam dit ça. Oui, madame, l'islam dit ça. Mais sauf que les hommes, le patriarcat, la misogynie des machos, a fait qu'on a réduit la femme à un rôle subalterne. Et que la chose la mieux partagée aujourd'hui dans le monde entier, c'est bien le patriarcat et la misogynie. Mais oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est le salafisme qui est en train de... Non, mais ça, je vous ai expliqué. Alors, ça, c'est un phénomène. Il est dominant de du tout. Et même en France. Non, mais il est dominant de quoi? Il y a 40 mosquées. Il y a 40 mosquées sur 2500 en France. C'est Emmanuel Valls qui l'a dit. Non, mais justement. C'est justement. Non, mais c'est bien. Justement, on est là pour confronter ces informations-là. C'est pour ça. L'information que vous avez donnée, il y a des chiffres, il y a des statistiques. Nous, on a des statistiques par des spécialistes. Après, la politique, elle peut instrumentaliser ces chiffres-là pour des intentions électoralistes. C'est pour ça qu'il faut que ce public-là se rende compte, s'entreconnaisse pour dire ouais, mais ces musulmans, ils ont fait ça, et pour que d'autres acteurs associatifs vous apportent une autre vision des choses. Parce que dans les médias, on vous apporte qu'un angle de vue. Qu'un angle de vue qu'aujourd'hui. Alors, ceci dit, il faut comprendre qu'il y a une peur, qu'il y a une crainte. Certains musulmans font comme s'il y avait rien. Non, mais c'est quoi? C'est mécréant, c'est quoi? C'est français, c'est quoi? Non, ils ont peur. Ils voient l'image de la France changer. Ils voient la sociologie changer. Ils voient la culture évoluer. Ils voient qu'il y a des revendications, des réalités sociologiques, géographiques. C'est vrai. Mais c'est qui a voulu ça? Qui c'est qui a parqué les musulmans? Moi, j'ai grandi dans un quartier à Aubenas-Ardèche. Il y avait l'espagnol, le français de souche, l'italien, le portugais, le juif. Il y avait tout ça ensemble. Et il y avait prof de maths, prof d'anglais. Dans mon immeuble, moi, fils d'ouvrier agricole, j'étais avec des profs d'anglais, profs d'espagnol, profs de maths. Dans l'immeuble. Mais ça, on ne le trouve plus. C'est qui ça? C'est les pouvoirs publics. Ils ont fait en sorte de diviser les gens, de ghettoiser les gens et de nous laisser chacun dans son coin. Et Khaled, il a cité un verset du Coran. Il a dit un mot qui m'a rappelé un verset du Coran. Le verset du Coran, il est très révélateur et je vous invite à le retenir pour le dire à vos interlocuteurs. Dieu dit dans le Coran, ô gens, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme et avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Vous voyez ce que je fais? C'est ça l'entreconnaissance. La connaissance, c'est ça. Le multiculturalisme, c'est ça. L'interculturel, c'est ça. Nous, on est pour l'interculturel. Et pas seulement à travers le couscous et le talamante. Moi, je veux qu'ils découvrent en moi ce que j'ai comme valeur. Rapport aux anciens, rapport au voisinage, rapport à la nature, rapport à ma foi. Et moi, vice-versa. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on a réduit cette entreconnaissance au merguez de couscous à danse du ventre. Mais ça, c'est une nuance. Le couscous, mais vous êtes habillé à l'européenne, vous parlez parfaitement français. C'est pas le cas d'une bonne partie des musulmans aujourd'hui en France. Vous êtes assimilé à la culture française, vous avez fait cet effort de s'assimiler, de renoncer à une partie de racisme pour
partie de la communauté. Mais il n'y a pas besoin de renoncer à ses racines. Le breton, le basque et le corse, on lui demande de relier ses racines. Mais alors, pourquoi moi je relier mes racines, moi? Je suis arabe, je suis africain, je suis maghrébin, mais je suis français. Et je ne veux pas qu'on me saucissonne. Je ne veux pas qu'on me réduise à une partie de saucissonne, c'est vraiment le terme. Qu'on me réduise à une partie de moi-même. Moi je suis un tout, moi, je suis mosaïque. Si on enlève une partie de la mosaïque, il n'y a plus le tableau. Et bien vous c'est pareil, la France aujourd'hui c'est une mosaïque. Et on veut la réduire à une partie du tableau. En disant le tableau c'est l'angle là-bas. Non, c'est une réalité aujourd'hui. Le multiculturalisme, l'interculturel existe de fait. Et nous, nos parents, ils étaient analphabètes. Ils ont fait les efforts de nous former, de nous envoyer à l'école. On s'est formé, on a appris la langue française, on a appris les mœurs, la culture, comme disait l'autre. On mange français, on regarde le cinéma français, on rêve même français. Qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi? Ben, c'est très bien ça. Et pourtant, ça suffit pas. Eh ben, ça suffit pas. Il y a des gens qui me le reprochent aujourd'hui. On va prendre quelques autres questions. Alors, allez, tu voulais dire un truc et après on va prendre une autre question. Camille, vas-y. Vous avez parlé des femmes, alors en Afghanistan, c'est très intéressant, et puis du féminisme aussi, sur la question du patriarcat, tout ça. Aujourd'hui, il y a quoi comme engagement des femmes musulmanes? Enfin, il y a la mère d'un militaire tué par le général qui a parlé justement et que ça a été vachement bien reçu. Et je pense que justement, libérer. C'est la mère du militaire qui a été tuée, c'est ça? Ouais. Comment elle s'appelait? J'ai oublié. Benziaten. Voilà, et en fait, ça a été vachement bien reçu. On le voit, elle est invitée partout, elle a bien pu exposer les idées et dire que l'islam, c'était pas ça. Donc, est-ce qu'avec l'intervention des femmes, il n'y a pas une porte ouverte, en fait, pour dire, vous voyez qu'on n'est pas une religion oppressive, parce que, effectivement, les femmes peuvent prendre la parole autant que les hommes, et donc c'est peut-être une façon de créer un espace de débat, en fait, d'inviter les femmes à dire l'islam, en fait. Jamila, tu veux répondre, s'il te plaît? Oui. Jamila. On lui a imposé le porte-parole du Christ. Rapidement, donc là Je peux te lever? Oui, j'avais pas prévu, mais bon. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du phénomène nouveau entre guillemets, du féminisme dit islamique, féminisme de musulmans, je préfère cette appellation, donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc c'est un féminisme qui est arrivé sur cette scène médiatique pour contrebalancer le féminisme islamophobe, dont les figures représentatives médiatiques que l'on connaît sont Caroline Fourré, généralement, et Badinter, qui est très mal placé avec son publisexisme d'ailleurs et sa voix de publiciste. Donc ce féminisme dit islamique, de musulmane, est là en fait pour dire finalement on le porte volontairement ce voile et que en face le discours dominant qu'on entend de la part de Badinter et Fourré par exemple, c'est de présupposer que le port d'un couvre-chef serait l'asservissement de la femme à l'homme. Et ce féminisme islamique vient contrer cette pseudo-démonstration en disant non, nous le portons volontairement. Nos parents ne nous ont pas forcés, nous n'avons pas nécessairement un mari, un frère qui nous l'impose, et nous le portons volontairement parce qu'on en a envie, on a envie d'avoir une spiritualité. Parce qu'en fait, il vient défantasmiser et puis aussi désidéologiser le féminisme dominant que l'on entend. Bien sûr, c'est un féminisme parcellaire, ce féminisme islamophobe, j'entends bien, puisque vous savez, les courants féminismes sont pluriels, ils sont antagonistes, ils discutent, ils sont même en contradiction sur les stratégies à adopter contre la domination masculine et le patriarcat. Voilà, j'ai essayé de faire court. Merci. On va peut-être prendre maximum 3 questions, parce qu'il y a un quart. Paco, vas-y. Moi, j'ai une question sur les sources d'information. J'allais dire, quand monsieur parle, qu'on était tous d'accord sur le fait que Valls, Macron, Juppé, Le Monde ou Libé, c'était pas des sources sur lesquelles on pouvait se fier. Est-ce que vous avez des réseaux alternatifs, des sites, des lieux, des endroits où on peut aller chercher des sources, des analyses qui soient plus vagues? Moi, je suis né au Minguette, je suis allé à mon école primaire à Saint-Fond, et je suis content parce que je suis sorti de là-bas. Maintenant, je fais des études, je suis content, mais je connais plus rien de là-bas et je sais pas comment m'informer, je sais pas ce qu'il faut faire pour savoir vraiment, savoir ce qui se passe,
qui se passe encore maintenant. Mes parents habitent encore à Vénissieux, je connais plus rien, je sais plus quoi faire et je sais plus où aller pour avoir des vraies infos. Une deuxième question. Moi j'avais une question qui est peut-être un peu idiote, mais quand vous disiez tout à l'heure en prison qu'il y avait des jeunes qui vous considéraient comme un héros, je me demandais pourquoi, et je me demandais comment faire en fait pour que ce soit pas le cas. Enfin, comment ça se fait qu'un mec qui est passé 2 ans et demi à faire caca dans un seau soit considéré comme un héros, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comment est-ce que vous venez avec des jeunes qui ont encore envie de faire des choses comme ça, et surtout comment faire pour qu'ils aient tous cette envie-là, enfin pour que ça puisse leur plaire? Troisième Amrad, une question également très naïve. À l'heure actuelle, quelle est ta vision du djihad après la vision antérieure que tu avais du djihad? Alors c'est des bonnes questions, hein. Des questions naïves, peut-être, non? C'est pas une question idiote. Alors, beaucoup d'experts expliquent l'attrait du djihadisme chez certains jeunes par un vide idéologique qu'on a. Alors c'est pas aussi simple, c'est jamais aussi simple, mais en effet, le djihad, ça permet à certains jeunes de pouvoir finalement s'inscrire d'une part dans l'histoire et puis d'accomplir quelque chose de grand. À un âge où justement ce besoin est très fort, l'appartenance, en plus on y ajoute l'appartenance à un groupe, la valorisation que ça apporte, les réponses existentielles aussi, à un âge où on se pose énormément de questions, parce que dans le djihad il y a toutes les réponses qu'on se pose sur la vie, sur l'après, même au-delà, etc. Donc ça peut être très rassurant chez beaucoup de jeunes en se disant ben voilà, j'ai réponse à tout aujourd'hui, je sais où je vais, je sais quelle va être ma vie et mon avenir, donc ça peut être très rassurant. Et donc, voilà, des jeunes peuvent être attirés par le djihad. Alors moi, c'est vrai que les médias ont beaucoup aidé aussi. On décrivait comme djihadiste et tout ça. Et le fait d'être un guerrier, un soldat, un défenseur, ça peut être, oui, valorisant. Alors peut-être c'est pas le mauvais camp, en effet, hein, mais je pense que beaucoup de jeunes aussi adhèrent au djihad, en tout cas rejoignent des groupes djihadistes, comme on pourrait finalement rejoindre l'armée, pour les mêmes raisons qu'un jeune pourrait s'engager dans l'armée, c'est-à-dire qu'il appartient à un groupe, défendre une cause, etc. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont estimé que c'était Daesh les gentils dans l'histoire? Donc là, voilà, je suis pas psychanalyste, mais il faut essayer peut-être de comprendre. Et qu'en effet, il y a des jeunes qui peuvent adhérer au djihad aussi, comme on peut faire de l'humanitaire finalement. C'est-à-dire que voilà, s'inscrire dans un conflit, défendre, prendre parti, beaucoup plus concrète que simplement des manifestations ou en tout cas intervenir de façon orale, etc. Là, ils ont un vrai pouvoir d'action. Enfin voilà, pour toutes ces raisons, je pense que les jeunes peuvent être attirés par le djihad. Voilà. Alors, ma vision du djihad, alors je voudrais être clair là-dessus, moi je ne suis pas parti en Afghanistan pour faire du djihad. Alors je ne suis pas en train de faire mes responsabilités hein, quand je dis ça, c'est simplement la vérité. C'était possible à l'époque, en tout cas avant le 11 septembre, oui, d'aller en Afghanistan pour d'autres raisons qu'aller en découvrir avec les mécréants, c'était possible. En tout cas, c'était mon état d'esprit. Alors, il y a plein de raisons qui sont mélangées. Évidemment, c'est une grosse connerie, et si j'étais à refaire, je ne le referais pas, mais c'était peut-être des années-lumière d'une quelconque pensée criminelle. Voilà. Aujourd'hui, je suis encore plus pratiquant que je ne l'étais avant mon départ. Et ça, je le dois aux Américains. J'ai jamais autant appris la religion qu'à Guantanamo. Alors, ça s'explique très facilement. À Guantanamo, on avait une seule lecture du Coran. L'appel à la prière se faisait par les haut-parleurs. Pendant le ramadan, on ne donnait pas à manger. Enfin bref, la religion était presque encouragée. Alors, je ne saurais pas l'expliquer, mais c'était comme ça. Donc, en effet, la Guantanamo a été vraiment une école religieuse pour moi. Donc, j'ai jamais autant lu le Coran qu'à Guantanamo. Alors, aujourd'hui, ce que ça m'a apporté, c'est qu'aujourd'hui, alors je suis convaincu que le djihad d'Al-Qaïda n'était pas mon chemin, encore plus aujourd'hui. En tout cas, la religion m'a apaisé, personnellement, voilà, et elle m'a apporté beaucoup de réponses. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Pour compléter les réponses, quelqu'un a posé la question sur les sources. C'est vrai qu'il y a 2 sites, par exemple, qui sont les principaux sites en France, qui s'appellent oumma.com et Saphir, S-A-P-H-I-R. Et il faut regarder dedans, il y a pas mal d'écrits, il y a pas mal d'interventions, il y a de la matière à avoir un autre regard sur la question de l'islam et du dialogue interreligieux, de toutes ces thématiques-là.
Et parmi les auteurs qui écrivent aujourd'hui sur ces problématiques-là sur le Coran, je vous cite les non-musulmans volontairement. Parce que lire un musulman, c'est de voir, comme le jeune homme il dit ouais, t'as écrit un double langage, donc il peut le lire avec un filtre inconscient. Donc il faut lire Raphaël Liogier, il faut lire Olivier Roy, ou François Burgat par exemple, qui écrit sur ces problématiques-là, depuis un sacré moment, Olivier Roy en particulier. Et autre chose, Vincent Gesser, là aussi, j'ai oublié Vincent. Un mot sur les perspectives de radicalisation. J'avais proposé, il y a déjà 1 an et demi, 2 ans, j'ai un ami à Paris qui a ses entrées à droite à gauche, je lui ai proposé de voir avec le ministère de la Défense si on ne pouvait pas organiser des camps. J'avais parlé à Mourad, tu te rappelles, le mail qu'on a fait avec Joël. J'ai dit on organise des camps humanitaires pour ces jeunes justement en manque de sensations, de projets, comme ça. Nous on rêvait, il y avait les hippies, moi j'ai fréquenté les babacools moi à l'époque. Il y avait les rêves, partir à Katmandou, Peace and Love, etc. On rêvait de quelque chose, Kerouac et tout ça, tu vois. Il y avait des tripes. Aujourd'hui il n'y a plus rien. Donc si on offre cette perspective à travers le même temps en disant j'écoute, tu veux aider tes frères musulmans? Viens, on va au Mali, viens, on va au Congo, il y a 6 et 9 millions de morts pratiquement là-bas, pour les minerais, etc., dont on ne parle jamais. Viens, on va aller en Afghanistan, si tu veux me faire de l'humanitaire, et organisé par l'État, de façon à canaliser les jeunes et offrir une perspective d'être utile, de servir les siens, entre guillemets, ou les autres, mais de manière pacifique. Le ministère de la Défense, et un dernier mot sur ceux qui pensent, mais les gars. Dieu dans le Coran parle aux musulmans du temps du prophète. Il dit ouais, nous sommes musulmans, nous sommes croyants. Les Arabes ils ont dit nous sommes croyants. Dieu leur parle au-dessus de cette suite, il dit dites nous sommes musulmans tant que la foi n'est pas rentrée dans vous, tant que la foi viendra, tant que la foi rentre dans vos cœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des musulmans, ils sont pas à la foi. C'est quoi la foi? C'est le moteur existentiel d'un croyant. S'il n'a pas la foi, il est mort. Je vous ai dit tout à l'heure une fois qu'il n'entrait pas de chose pour mort. Donc imaginez si, non seulement la foi, elle a trouvé, mais elle n'existe pas. Le mec, c'est un cadavre, c'est un zombie. Donc il y a des musulmans zombies aujourd'hui qui sont en train de faire les 400 coups à droite à gauche, et nous on dit, enfin, l'opinion, ouais, mais c'est des musulmans, mais c'est l'islam. Non, l'islam c'est une foi avant tout. Et tant qu'on n'a pas éduqué ces jeunes-là, tant qu'on n'a pas permis à l'intérieur des mosquées, des quartiers, des maisons, des foyers, au-delà de ça, dans la télévision, pourquoi pas? Pourquoi dans l'école il n'y aurait pas, comme il disait Debré, l'enseignement des religions comme fait social, historique? Pour que les gens ils situent, ils disent ah ouais, il y a ça, tatati patata, oui, qu'on soit objectif sur l'histoire, de façon à ce que les jeunes ils ne tombent pas dans le fantasme, dans le délire. Voilà des pistes. Et juste sur le texte, revenez au texte, vous verrez. Je peux donner des pistes, des solutions claires. Localement, après, si tu me permets, les initiatives locales. Juste 2 secondes. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre encore 2 questions parce que ça précède. Mais je vous dis dès maintenant. Il n'y a pas d'initiative. En fait, il y a des initiatives locales ici. Je vais faire de la publicité pour notre. On a des rencontres mensuelles qui s'appellent Confluence des spiritualités. Qui se passe à Confluence, c'est 2 spiritualités chrétiennes et musulmanes qui se rencontrent. Donc c'est dans un cadre de relation bienveillant. Donc on apprend à se connaître, c'est ce que disait Abdelaziz, c'est l'essentiel. Pour répondre aux questions, c'est normal qu'aujourd'hui, vous avez à l'intérieur de la société française des gens qui ont peur, ce qui est légitime par rapport aux attentats, mais vous avez aussi des musulmans, je ne parle pas des musulmans qui sont très bien intégrés en France, qui ont fait des études supérieures, et qui se posent la question, ah mais je me rends compte qu'au bout de, comme il dit Abdelaziz, on a régressé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent, je suis simplement toléré en tant que musulman. Et des personnes, moi, dans mon travail, sont venues me dire, mais Khalid, j'ai besoin de parler, de dire que je suis musulman, parce qu'aujourd'hui, on parle à ma place, on dit ça, il y a une pression, de la part des médiatiques ou de la part des politiciens. Quand on entend Fillon, ça fait peur, nous, les musulmans. Il dit, c'est le problème aujourd'hui en France, c'est pas les chrétiens. C'est pas les juifs, et il dit c'est les musulmans. Imaginez ce discours-là dans la société française, ça crée une fracture. Donc il y a des peurs des 2 côtés. Et pour combattre ça, ici à Lyon, qui a été précurseur, plusieurs initiatives, il y a ce qu'on appelle Confluence des spiritualités, mais avec les alternatives catholiques et l'association musulmane, il faut que tu en parles de ça, PSM, les alternatives qu'on a fait. Pour dire qu'il y a des lieux de rencontre, des lieux d'entreconnaissance, il y a l'association UGM, qui se trouve rue Notre-Dame, la librairie Tawhid, où vous pouvez vous renseigner sur les musulmans, sur l'engagement des musulmans, sur ce que c'est. Voilà, on est en train de créer des entrepreneurs dirigeants musulmans qui sont en relation avec les entrepreneurs dirigeants chrétiens pour échanger. Voilà, donc il y a des initiatives
au niveau local qu'il faut. Et ce qui est important, c'est que ça, c'est pas une question de bon sentiment ou de générosité en fait. Et il faut vraiment sortir de l'idée selon laquelle il faudrait faire du dialogue interreligieux pour rencontrer l'autre, etc. C'est vraiment une stratégie politique en fait, puisque si on veut vraiment répondre totalement à Daesh, on ne peut pas se contenter de la réponse militaire. La réponse militaire, elle entraîne nécessairement d'autres guerres par la suite. Donc on est obligé politiquement on ne répond pas qu'à Daesh. Il y a d'autres forces ici en France qui veulent diviser la société, pas que Daesh. À l'extrême droite ici, elle est très active. Je suis désolé à Lyon. Vous avez un jeune musulman qui se fait attaquer par une trentaine d'identitaires. Islam hors d'Europe, il le fracasse, il lui casse une vertèbre. On saisit la justice, le procureur classe l'affaire. C'est normal ça. Comment vous voulez que le jeune Jessim, que je connais moi particulièrement, qui a 16 ans, demain il ne se radicalise pas, qui ne croit plus en la France, qui ne croit plus en la justice? Il dit moi ils m'ont cassé une vertèbre, j'ai 30 jours d'ITT, je ne peux plus aller à l'école, je ne peux plus faire de sport, et le procureur il classe l'affaire alors qu'on a vu les images sur France 3, on voit leur tête les mecs, on voit comment ils courent sur le gamin. Donc il n'y a pas effectivement le Daesh. Nous aussi on a le petit Daesh qui demain peut passer à l'acte. Et l'histoire de France malheureusement est jalonnée aussi de passage à l'acte violent. Donc il ne faut pas l'oublier, il faut effectivement combattre tous les extrémistes d'où qu'ils viennent. Donc on prend une question de Marie-Hélène, et si on a une deuxième vraiment très pressante, on la prendra, mais ça sera fini. Ouais, du coup, c'est une question un peu stratégique sur l'islamophobie, justement. Comment est-ce qu'on ne tombe pas dans un piège qui est d'un côté, en parlant de l'islamophobie, d'agrandir la fracture du côté des musulmans, parce que justement, ça va les entretenir dans une vision que justement la France ne veut pas d'eux, en gros. Et de l'autre côté, vis-à-vis des Français, où c'est un discours qui finalement est inaudible, notamment du fait de leur rejet de l'islam. Donc, enfin... J'ai l'impression que c'est quand même complètement piégé comme stratégie, et voilà. Et comment on parle de ces faits? C'est une très bonne question. J'ai commencé mon intervention par ça d'ailleurs. Deuxième question ou pas? J'ai dit que j'étais prêt à dissoudre. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a une deuxième question? C'est le moment ou jamais. Ouais, le moment ou jamais. Moi j'ai une question sur l'éducation pour Mourad plutôt. Quand vous intervenez dans les collèges, dans les lycées, quelle est la réponse des jeunes? Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment des interrogations sur le djihad, un attrait, ou est-ce qu'ils comprennent ce discours? Quelle est la réponse des jeunes collégiens, lycéens quand vous avez le droit d'intervenir dans les collèges? D'accord, je vais répondre en premier. Alors j'interviens, oui, dans les collèges et les lycées, pas que, hein, j'interviens aussi pour la PJJ, la protection sociale de la jeunesse, dans des établissements pour mineurs aussi, donc je vois beaucoup de jeunes un peu partout. En fait, oui, malheureusement, il y a... Je pense pas que ce soit la sympathie pour Daesh ou pour les groupes terroristes en général, c'est plutôt une rupture, c'est la question identitaire qui revient beaucoup. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui se sentent de moins en moins français, et qu'en réalité, on se rend bien compte là que c'est pas spontané. C'est-à-dire que c'est pas des jeunes qui, au lendemain, ils se disent « Ah ben tiens, je ne suis pas français, machin ». Je suis intervenu des fois dans des quartiers, les jeunes me disaient « Mais pourquoi t'es venu avec des blancs ?» Enfin, des paroles incroyables. Donc c'est des jeunes qui, en effet... Moi, j'aime bien, ce que j'aime bien faire, par exemple, quand je suis à l'école, je dis aux jeunes, je dis alors, qui est français? Ils mettent tous la main et tout, puis je dis qui se sent français, et là, il y a la moitié de la classe souvent qui n'a pas la main. Et je demande pourquoi vous dites ça, et puis ils expliquent chacun ses raisons. Donc c'est un malaise, oui, qui est très très fort, et je pense que ça rend plus vulnérable, c'est en effet, ça peut être une porte d'entrée. Ne pas se sentir français, mais plus se reconnaître dans la communauté nationale, après, il faut s'en trouver une aussi. On a besoin aussi de... Surtout à un âge, on a besoin de se construire, de savoir qui on est, où on va, etc. Donc si d'entrée de jeu, on ne se reconnaît pas dans la communauté dans laquelle on vit et on a évolué, il faut s'en trouver une autre. Et là, on peut expliquer comment des jeunes se reconnaissent, même chez les groupes les plus extrémistes. Alors ça ne vient pas du jour au lendemain, c'est plus compliqué que ça, mais voilà. En tout cas, oui, ça c'est une vraie question. La question identitaire, c'est très 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 fort. Systématique, moi j'ai tout le temps des jeunes qui me disent ça. Juste oui, pour répondre à ta question sur... C'est vrai, c'est un enfermement, mais j'ai commencé mon intervention tout à l'heure pour ceux qui étaient présents, en disant, je suis prêt à dissoudre le CRI tout de suite, j'étais membre de la LDH, j'étais membre du MRAP. J'étais responsable d'une section, j'ai refait vivre, créé une section MRAP dans les années 76, 17, 18, 19. Et dernièrement, j'étais en Tunisie, et de la Tunisie, j'ai envoyé un mail à Paris, à la LDH avec l'affaire des Burkini, parce que je voyais ce qui se dessinait en France, et ça m'inquiétait, et je le voyais d'autant plus que j'étais à l'extérieur, c'est un regard extérieur, je voyais toute cette polémique, toute cette exploitation médiatique, politique sur le Burkini, je me dis, oulala, on va à la catastrophe. Effectivement, on encourage quoi? Le repli, l'enfermement,
le repli sur soi et le repli entre soi. J'ai dit à la LDH, j'ai dit écoutez, ils avaient une rencontre, les copains de l'Islam à laïcité, moi je ne pouvais pas y aller, j'aurais dit est-ce que vous pouvez m'envoyer ce message à Tudiana et à toute la clique du bureau de la LDH. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de nous faire un Mouloud Aounit de la LDH? Mouloud Aounit, c'est quelqu'un, paix à son âme, qui a été militant au MRAP, qui était un Kabyle d'origine, enfin oui, un Français d'origine Kabyle, mais très actif, et qui a obligé le MRAP, une organisation qui a plus de 70 ans, à intégrer la lutte contre l'islamophobie. C'était très 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 dur. Il y a entre guillemets les blancs, excusez-moi le terme, les blancs, entre guillemets, les français de souche, qui ne voulaient pas entendre parler de ça. Oui, mais je comprends, oui, on a le droit de critiquer l'islam, mais critique l'islam tant que tu veux, mais n'attaque pas les musulmans pour ce qu'ils sont. Et il est arrivé à imposer une ligne politique au sein du MRAP pour intégrer l'islam. Et dès qu'il est mort, ils ont plié la page, ils ont tourné et terminé. D'où la création du CCIF et du CRI, parce que les organisations classiques de défense des droits n'ont pas fait leur travail. Donc nous, on est obligés de nous enfermer dans des outils, mais moi je suis prêt à le faire demain, si la LDH demain prend en charge ce problème-là. Moi j'avais même proposé au collectif des musulmans trans de s'engager dans le MRAP, de créer des sections pour que le MRAP devienne un outil, et moi j'aspire, comme j'allais dire toute personne à rentrer dans le droit commun. Aujourd'hui on n'a plus le droit commun. Je me suis bagarré, j'ai organisé 2 manifestations pour obliger le recteur à ouvrir une école musulmane à Dessines. Vous savez pourquoi? Pour les jeunes filles qui étaient exclues de l'école. Je voulais que ces filles elles aient accès au savoir, mais si on m'avait dit que ça allait être une école où il y avait des garçons, machin, nana, et qu'on allait sélectionner sur dossier sur l'argent, j'aurais pas manifesté. Parce qu'à l'époque, les filles, elles étaient exclues de l'école et ne pouvaient plus. Et nous, moi je dis, là, on a ouvert des boîtes de Pandore. On est en train de transformer la société, c'est Sarkozy qui a été le pionnier de cette politique-là, de la communautarisation et du séparatisme culturel et identitaire, et on est en plein dedans. N'en déplaise à ceux qui veulent nous faire prendre des vessies pour les lanternes, la réalité elle est là aujourd'hui. Il y a effectivement des écoles où il y a des enfants musulmans, des clubs de foot des enfants musulmans, la boucherie du coin, le machin, il y a une rupture. Et ça c'est pas bon, il faut lutter contre. Gilles va dire un mot et ensuite Khalid va conclure et on s'arrêtera là du coup. Gilles, Abdelaziz, tu ne pourras pas répondre à Gilles. Si vous voulez rester, si vous voulez rester discuter avec les conférenciers de ce soir, c'est évidemment possible. Je vais aller un peu à contre-courant, même si je souscris à beaucoup de choses, ce que tu vas dire, Abdelaziz. Mais je vais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, lorsque l'intervenant allait dans une école et puis tous sont français, mais la moitié après ne sont pas français. Puis en même temps, c'est peut-être une autocritique de la part des musulmans. Et effectivement, il y a de l'islamophobie, problème de discrimination, etc. Mais est-ce qu'on ne sait pas quand on est à ça? Et puis, est-ce que n'avons-nous pas déclaré aussi notre amour pour la France? Parce que la France aussi a beaucoup apporté, on a beaucoup donné, mais en même temps, est-ce que la France ne nous a pas beaucoup donné? Et donc, est-ce qu'on ne l'a pas suffisamment dit? Donc, est-ce qu'on n'a pas contribué aussi, de part et d'autre, à une forme effectivement de communautarisme, à force de tenir uniquement un seul discours, celui de la revendication, de la critique, etc., qui doit être là. Mais est-ce qu'elle ne doit pas aussi être équilibrée par un autre discours? Premier point. Donc ça renvoie un petit peu... Il y a combien de points dans ton intervention? Deuxième point, mais très rapidement. On peut faire la critique en disant aussi, oui, c'est bien, il y a de la ségrégation, on est d'accord, il y a une radicalisation, oui, mais il n'y a que les... Je caricature et je force le trait, mais volontairement, il n'y a que les musulmans qui sont pétés. Il n'y a que les musulmans qui partent faire de djihad, les autres communautés, ça ne se passe pas comme ça. Alors, est-ce que, et effectivement, il y a un discours aussi, il faut le dire. Ce serait inné chez les musulmans? C'est une caractéristique des musulmans? Non, je veux dire. Non, ce que je veux dire que, je fais toujours la comparaison. Les croisades ont été très violentes, c'était le Daesh d'il y a quelques siècles. Et on peut trouver, peut-être pire même parfois, on peut trouver... Bien sûr, tout à fait. Non, c'est pour faire du relativisme, mais c'est pour dire que, effectivement, en Occident, il y a une rupture avec le religieux. C'est-à-dire que le discours religieux et la littérature, du point de vue confessionnelle, chrétienne, etc., elle est beaucoup plus en retrait. En islam, il y a, quoi qu'on en dise, une marge de discours religieux qui est violent.
et donc il faut faire la critique. Je ne cache rien, je suis parti en Algérie, et puis dans ma famille, vous connaissez un peu la religion, hein, on dit celui qui change de religion, on connaît la conséquence. C'est un discours qui existe, y compris chez les théologiens, qui est encore d'actualité. Il ne faut pas nier. Alors il peut être minoritaire, etc. Donc on ne peut pas tout balayer comme ça. Je n'ai pas compris le rapport avec le djihadisme. Non, c'est qu'il y a un discours religieux qui peut être violent et qui est peut-être admis encore aujourd'hui. Oui, c'est ce débat effectivement des théologiens. Nous, c'est un débat politique, sur un débat citoyen politique. Oui, mais si tu veux... Cette conversation continuera la prochaine fois. Si vous voulez la suite de la conversation, venez la prochaine fois, la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci aux conférenciers, merci à Mounir. Khalid, il conclut et on ouvre.